Bienvenue dans ce premier live, malgré quelques petits soucis techniques au démarrage. Un format un peu différent et en direct de Paris, de notre côté 3DVF et de Vancouver avec toi, Yann Dupont. On te connaît bien parce que tu travaillais à une époque pour 3DVF, mais depuis, tu as fait un gros chemin qui t'a amené dans différents studios, notamment du Framestore, du LC, du ILM, et plus récemment, tu as basculé vers la partie jeux vidéo, ce qui est un changement de carrière pas forcément très courant et donc assez intéressant. C'est quelque chose qu'on va aborder dans le live. On va être ensemble pour 3/4 d'heure environ, on va dire, puisque à Vancouver, il est assez tard. Donc, on va pas, on va malheureusement pas avoir de 2 heures devant nous. Pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu te présenter et nous retracer les débuts de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené vers la 3D finalement? OK, ce qui m'a amené vers la 3D, j'en ai pas un souvenir direct, quoi qu'en fait si, les soirées entre potes, en ce temps-là, tu sais, on faisait des LAN et donc tout le monde amenait son PC dans une maison pour pouvoir jouer aux jeux vidéo et tous les potes jouaient à World of Warcraft ou Starcraft, je me souviens plus très bien et bon, ben, je suis pas réellement gamer moi, donc en fait, je m'ennuyais et puis j'allais sur le disque dur de tous les potes sur le réseau et puis j'ai téléchargé Bryce, Poser, qui étaient des logiciels de 3D assez faciles, 3ds Max, Photoshop et j'ai commencé à jouer avec ça et je trouvais ça beaucoup plus marrant que les jeux vidéo et c'est comme ça que ça a commencé, en fait et il se trouvait que, moi, il y avait pas grand-chose qui m'intéressait dans le temps à part sécher les cours, fumer des clopes, courir après les filles et en fait, j'ai trouvé finalement un truc sur lequel je m'éclatais, quoi. Donc très rapidement, en fait, j'ai tout simplement trouvé le métier qui allait me convenir. Donc, j'ai suivi des études relativement normales. J'étais dans un IUT, d'ingénierie et puis, une fois que j'ai eu ce diplôme, j'avais en fait la carte blanche de mes parents pour faire un peu plus ce que je voulais et j'ai réussi à rentrer à Supinfographe, qui était une section de l'ESRA, une école de ciné. Et Supinfographe, c'est la section 3D. C'était la première année à Nice qu'ils ouvraient, Supinfographe et donc j'ai fait ça 2 ans. Ça a bien marché, j'ai fait 2 courts-métrages. Je suis monté à Paris, j'ai commencé à travailler un petit peu dans la pub télé, je faisais de l'habillage et je suis retourné sur la Côte d'Azur pour diverses raisons, dont un problème de santé, être à Paris, c'était pas marrant, donc je suis rentré en famille, j'ai bossé sur la Côte d'Azur et j'étais super actif sur le site de 3DVF avec Olivier et Pascal. Olivier était le cofondateur avec Pascal de 3DVF dans le temps et j'étais super copain avec Olivier. Un jour, l'opportunité s'est créée, j'étais invité à les rejoindre à Montpellier, travailler pour je pense que le but, c'était de soulager Olivier parce que, 3DVF devenait de plus en plus gros. Olivier avait de plus en plus de contacts et juste écrire les news le matin, c'est quelque chose qui prenait facilement 3 heures de sa journée parce que c'est une veille technologique constante et puis il fallait aussi tester les logiciels pour avoir du contenu en plus des news et donc ils ont fait un effort. Ils ont fait un pari. Ils avaient pas les sous pour ça, mais ils ont créé un emploi. Ils ont réussi à me trouver de l'argent pour me payer tous les mois et ça s'est super bien passé. Je suis rentré dans le moule, j'ai demandé à Olivier et j'ai appris comment il écrivait ses news le matin, réussi à passer un minimum d'informations et de rendre les gens curieux, tu vois? Vous donner envie de cliquer en 10 mots maximum, trouver une formulation et Olivier m'a ouvert à tous ses contacts, tous les gens qui connaissaient son carnet d'adresses pour avoir les logiciels en avance, avant qu'ils sortent sur le marché, avoir une review prête et donc ils ont été vraiment et Pascal aussi, hein, je veux pas omettre Pascal dans l'affaire. Donc en fait, ils m'ont donné les clés pour réussir. Tu vois? Et ça, c'est relativement rare en fait. Beaucoup de gens, j'ai eu ça après tout le long de ma carrière, essayent de garder un petit peu ce qui font leur succès, leur propre spécificité. Ils ont pas envie de partager parce qu'ils ont peur que du coup, tu les remplaces un jour. Ils ont pas été du tout dans cette optique, ce qui est finalement, si tu regardes bien, c'est le gain de tout le monde. Tout le monde y gagne en fait quand tu partages, quoi. C'est pas automatique. Tu as envie de garder pour toi ce qui est ton petit truc en plus. Mais non, ils ont pas fait ça et donc voilà et
Donc voilà, donc 3DVF, c'est certainement une des plus belles expériences en fait que j'ai eu dans ma carrière en ensemble, parce que c'est aussi, je pense, celle qui a le plus d'impact et pouvoir toucher à tous les logiciels. Mon boulot, c'était de m'amuser à ouvrir tous les logiciels possibles. Comme ça, si les gens avaient de la curiosité, ben, sur 3DVF, il y avait toujours quelqu'un pour leur dire que fait le soft, écrire des tutoriels de temps en temps aussi. Et je suis resté ami avec certaines personnes. Par exemple, maintenant, je crois qu'il est co-CEO à Adobe. Quand Adobe a racheté Allegorithmics il y a plusieurs années, les gens qui font Substance Designer et Substance Painter. Donc, le gars, le CEO d'Allegorithmics dans le temps, c'était Sébastien Deguy. Et ben, je suis resté pote avec ces gens-là. Donc, en fait, voilà, ça a été plein d'expériences et des gens formidables quoi, dans ma vie que je garderai pour toujours. Donc, 3DVF, super expérience. Et puis, grâce et à cause de 3DVF, un des contacts que j'ai rencontré, qui était un directeur de studio, un jour m'a dit ben, ça serait sympa que tu nous rejoignes et que tu repasses du côté obscur, c'est-à-dire être un artiste et pas parler des artistes. Et ben, pour différentes raisons, j'ai succombé, j'ai pris le risque. Et puis ça a été le début de la carrière que tu viens de mentionner un peu plus tôt. D'accord. Et donc, du coup, tu es repassé du côté studio, notamment chez Lutz Animation. Et ensuite, une expérience sur laquelle on va peut-être revenir plus en détail. Tu es allé en Australie, chez Animal Logic. Je pense que c'est un coup de bol énorme. Je suis parti là-bas, j'ai été engagé, je pense pas réellement que j'avais le niveau, pour être honnête, parce qu'Animal Logic, Lux Animation, c'est un petit studio en Belgique, au Luxembourg, pardon, à côté de la frontière belge. Et bon, j'avais beau être lighting supervisor, c'est quand même un petit studio, quoi. Ce qu'on fait reste confidentiel. Et Animal Logic, bah, c'était des gens qui avaient déjà travaillé sur Matrix, qui avaient déjà fait Happy Feet, donc c'était un studio qui était reconnu internationalement. Ils étaient 6 mois avant la fin, 9 mois avant la fin, pardon, ils étaient, je pense, super à la bourre. Ils se sont rendus compte à quel point ils étaient en retard pour sortir le film. Et donc, ils ont recruté à peu près à tout va, à travers la planète. Le film en question qui était The Legend of Gaoul, donc le royaume de Gaoul en français. Ok, ouais, parce qu'il y a eu plusieurs titres pour des problèmes de droit d'auteur, donc merci d'avoir trouvé le bon. Et donc j'ai posé ma candidature, ils ont répondu, et j'avais du mal à croire que j'allais travailler en Australie, parce que tu as un petit Français qui sort de sa campagne, parce que j'avais toujours vécu que dans des petites villes, qui se retrouve en Australie, à Sydney, sur un studio international. Je pense qu'il y a eu un gros coup de bol. Et ben, il se trouve que j'ai travaillé dur pour que le coup de bol ne déçoive personne, tu vois. J'ai fait en sorte que ça se passe bien. Et ça aurait très bien pu se passer. Mais ça a été le début après de pas mal de succès, quoi. Sur ce film-là, donc tu étais senior lighting artist. Ouais. Concrètement, c'était quoi les défis sur le projet? Ok, alors le défi, c'est que dans le temps, Wonderman, c'était pas du ray trace. Et que je sais pas quel est l'âge moyen des gens aujourd'hui qui nous suivent sur Twitch ce matin et qui verront la vidéo, mais dans le temps, ça s'appelait du Rise. Et tout était vraiment compliqué. Tout était une question d'optimisation. Donc, par exemple, tu calculais, c'est pas toutes les shadows. Tu disais, tu calculais une shadow que tu pré-computais sur toutes les frames et tu disais cette lumière, cette lumière, cette lumière. En fait, vous n'allez pas calculer les shadows en live, vous allez utiliser cette pré-calculated shadow que j'ai fait, tu vois. Et tout ça, c'était un fichier texte. C'est-à-dire que je faisais ma scène dans Maya et tu ne l'envoyais pas directement dans le render view avec Renderman. J'écrivais un fichier texte qui disait ce set de light que j'ai fait là avec la point light, le spotlight, c'est pour cet oiseau-là. Ce set de light-là, c'est pour ce décor. Cette lumière, elle va calculer un shadow de cet oiseau, mais tu la mettras que quand tu rends le décor. Comme ça, tu as l'ombre portée de l'oiseau. C'était un fichier texte qui décrivait tout ça. Et moi, qui dans le temps ne me considérais pas si technique que ça, ben, j'ai pris une baffe quand même, quoi, tu vois. Je me suis dit, bon, mais en fait, j'ai pris le pli relativement rapidement, et je pense que rapidement, je l'étais considéré comme
faisant partie des gens plus techniques qu'artistiques. Donc, en fait, j'ai réussi à prendre le pas rapidement. Grâce à mon expérience à 3DVF, être curieux et être malléable en connaissant à peu près tous les softwares. Donc, quand les gens ils te parlent, tu arrives toujours à avoir un peu de contexte, à leur dire: j'ai déjà essayé ça, je connais ci, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ci?» Donc, ils te prennent au sérieux, et le fait qu'ils te prennent au sérieux te force à être à la hauteur des attentes, quoi. Il y avait une sorte de chemin vertueux. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui. Ouais, c'est vrai qu'en termes de logiciels, Rodderman a énormément évolué depuis l'époque. Là, pour donner un peu le contexte, on parle de 2010 quand même. Euh, on a eu bientôt une quinzaine d'années d'évolution depuis. Je ne sais pas si tu suis l'actualité de Rodderman encore ou si tu Si, si, bien sûr, Oui, parce que j'ai quitté ILM il y a 4 ans environ, mais Runderman il y a 4 ans. J'étais dans les bêtas et c'est à peu près la roadmap, tu vois, qui était déjà écrite. C'est là où on est aujourd'hui. Donc, il n'y a rien qui m'a surpris, quoi. oui, Par exemple, cette année, je pense que c'est cette année, il y a eu l'ajout des shaders qui s'appellent Llama. Les Llama oui, shaders, qui sont issus d'une technologie d'ILM. j'étais dessus il y a 4 ans à ILM. Donc, en fait, pour le moment, j'ai toujours l'impression d'être plus ou moins dans la loupe, de comprendre ce qui se passe, mais je pense que d'ici 1 an ou 2, ça sera des développements dont j'ai jamais entendu parler. Donc, aujourd'hui, en fait, quand tu utilises Renderman, c'est tous les moteurs de rendu, c'est d'une facilité quand même assez déconcertante. Parce que tu n'as plus besoin d'optimiser, donc tu peux te permettre d'envoyer des scènes lourdes, et puis sans qu'on te demande, bon, ben, la lumière, elle bounce partout, elle rebondit partout, tu vois, tu as de la global illumination quasiment gratuite, quoi. Donc, c'était pas du tout le cas avant, quoi, fallait tricher. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple aujourd'hui. Oui, un peu plus avec des technologies. Dans Rodderman, c'est un XPU qui est en train d'être déployé. Et dans notre moteur de rendu, on a des choses un peu similaires qui arrivent, avec du coup un aperçu temps réel pour le lighter, temps réel plutôt interactive à ce stade, où on va vraiment pouvoir voir l'impact des paramètres sans attendre 1 heure, aller prendre un café. C'est vrai que ça change totalement la manière de travailler. Du coup, après cette expérience chez Animal Logic, tu es revenu en Europe chez Framestore. Ouais. Et tu as travaillé sur un petit film confidentiel qui s'appelle Gravity, qui a marqué l'histoire de la 3D, puisque finalement, c'était un peu l'ancêtre de la production virtuelle actuelle, puisque pour Ouais. toutes les scènes où on a des visages humains incrustés dans de la 3D, ils étaient avec des panneaux LED autour qui faisaient de l'éclairage. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience là-dessus? Ouais. Alors, c'est la même chose et c'est différent des plateaux virtuels. Je trouve que c'était mieux ce qui avait été fait à Framestore, mais c'est un petit peu différent. Donc, en fait, peut-être que la comparaison, elle est pas à la raison, quoi. Donc, en gros, aujourd'hui, les plateaux virtuels, c'est un paquet de télé, une centaine de télés ou un dôme avec une projection. Mais ce sont des télés comme tu aurais à la maison. C'est-à-dire que la luminosité, elle doit être un petit peu mieux qu'à la télé, mais il n'y a pas ce qu'on appelle du HDR. Le vrai HDR, c'est le noir, il est noir, et le blanc, il peut être blanc, mais un blanc comme mon mur, c'est-à-dire qu'il n'émet pas de lumière, mais il pourrait avoir en théorie quelque chose, je ne sais pas, une vraie source de lumière comme un bulbe, comme une ampoule, quoi. Ce qui n'est pas le cas. Tu vois, une télé, ça éclaire une chambre noire, mais ce n'est pas non plus une source de lumière comme une ampoule dans la pièce. Ces écrans LED qu'on avait à Framestore, je pense que la définition était vraiment faible. C'est-à-dire qu'un écran comme ça, un panneau LED devait avoir, je ne sais pas, 500 petites LED par 500. Donc une résolution 500 par 500, c'est relativement pourri. Sauf que chacune des LED était capable, une seule LED au milieu, c'était capable d'imiter le soleil, quoi. L'intensité était absolument incroyable. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rendu, je pense que je peux le dire, c'est plus un secret, puis il doit y avoir des making-of. On a tout rendu le film sous Mental Ray, avec une fausse, j'ai oublié le nom de l'actrice, pardon, mais avec les acteurs en faux en 3D. Et on a rendu ce film tout simplement en HDR, c'est-à-dire qu'on a mis une caméra 360 dans la tête de l'acteur qu'on voulait filmer.
Et puis ce rendu-là, après, c'est ça qu'on a mis sur ces écrans LED quand on a vraiment filmé Sandra Bullock ou George Clooney. Donc, si j'avais le soleil ici, la petite LED qu'il y avait à côté de Sandra Bullock, elle était suffisamment intense pour avoir exactement l'intensité que le soleil aurait sur son visage, quoi. Et les plateaux virtuels aujourd'hui n'ont pas ça. C'est une jolie ambiance et la caméra filme le décor. Les plans LED, la résolution n'était pas suffisante, mais je trouve que l'éclairage était beaucoup mieux. Donc, si moi je devais faire un film et choisir la technologie, je pense que je choisirais la technologie de Framestore, mais c'est plus cher. Et il faut toujours faire du compositing, alors qu'avec les plateaux virtuels, il n'y a plus de compositing puisqu'il est déjà projeté derrière le personnage. Donc, c'est un choix. Oui, c'est vrai que c'est un peu le genre de compromis qu'il faut faire. D'autant que la tendance actuelle, c'est plutôt d'avoir des LED plus petites et plus densément positionnées sur les panneaux. Donc peut-être des limitations en termes d'intensité totale. Je vais être un petit peu cynique. Je pense que le seul but, c'est de couper les coûts. C'est de descendre les coûts au maximum. Donc, le problème, c'est pas est-ce que la technologie à Framestore, elle était mieux. C'était lequel est le moins cher et lequel est fait en une semaine. Bon, eh ben, le plateau virtuel, c'est une semaine, c'est moins cher. Donc, c'est fini. La question ne se pose même plus. Il y a plein de vidéos que tu peux trouver sur YouTube où les gens ils disent pourquoi la qualité était mieux il y a 10 ans. Quand tu regardes Iron Man 1, je trouve que Iron Man, il a l'air vachement plus photoréaliste que dans le dernier Avenger. Et ben, parce qu'il faut couper les coûts et que la quantité est plus importante que la qualité. Oui, c'est vrai qu'on revient un peu aux questions de budget investi. Faut aussi voir que le budget mis pour Gravity, c'est pas le budget qu'on aura aujourd'hui pour faire une pub, par exemple, qui a des usages assez classiques de la production virtuelle. Même si la technique a évidemment beaucoup évolué depuis le temps, voilà, il y a des contraintes de temps et de coûts qui sont évidemment associées. Euh, et effectivement, quand on a une nouvelle techno comme ça, on peut décider d'améliorer la qualité, de faire travailler moins les gens ou de baisser les coûts. Et la tentation peut être assez forte de privilégier la dernière option. Ouais, et ça leur donne raison. Oh, regarde, si ça n'a pas été refait depuis, je pense que c'est vraiment parce que ça coûtait une fortune ou qu'il y avait trop de limitations techniques. Surtout dans Gravity, tu sais, Sandra Bullock, elle spin comme ça dans l'espace. Donc, il fallait une caméra qui arrive à tourner autour de Sandra Bullock pour donner l'impression qu'elle est en train de faire ça dans l'espace. Ou alors, il fallait que le siège soit capable de tourner. Mais il faut que les écrans LED soient toujours autour d'elle. Donc, il y a plein de limitations techniques. Je me rappelle d'un shot où en fait la caméra elle pouvait juste faire 180 parce qu'après c'était des écrans LED. Donc le bras ne pouvait pas aller plus loin. Donc pour donner l'illusion que la caméra continuait, c'était le siège qui commençait à tourner. Oui, de mémoire, C'était folle. ouais, le système qui était utilisé de mémoire était relativement compact. Ce Très qui proche aidait de l'acteur. Ouais. ce qui aidait sans doute énormément d'ailleurs pour la luminosité. C'était aussi ça qui jouait sur peut-être même plus que la puissance des LED, c'est qu'on avait des panneaux qui étaient à 1 mètre du visage et pas à 5 mètres. Et du coup, c'est vrai qu'en termes d'usage actuel, ça ne collerait pas forcément non plus. Typiquement, un des gros usages en France actuellement, c'est tout ce qui est rolling, on appelle ça le fait d'avoir une voiture dans un lieu quelconque avec le paysage qui défile derrière et l'éclairage qui est cohérent. S'il faut le faire en Normandie, il faut à chaque fois qu'on veut refaire une prise, repartir 1 kilomètre en arrière, relancer le truc, bloquer une route. Là, on peut le faire à l'infini en une journée en studio, mais il faut pouvoir rentrer une voiture dedans. Et effectivement, dans le système de Framestore, c'était pas possible, c'était pas pensé pour ça. C'est peut-être juste une question de temps avant que les écrans LED sur les stagecraft, quoi, ces plateaux virtuels, soient de meilleure qualité avec un HDR, avec une dynamique énorme qui permet de simuler le soleil. Parce que maintenant, quand tu regardes les plateaux, il y a toujours des lumières pour les vrais personnages, tu sais, au sol, quoi. Le but, le rêve, ça serait de s'en passer complètement et que ce soit juste cette HDRI live qui éclaire le personnage. Oui, c'est vrai que typiquement, il y a quand même toujours des spots qui sont ajoutés sur les plateaux.
Et c'est vrai que côté technique, on voit que ça avance assez rapidement. Côté français, il y a notamment Plateau Virtuel qui ont changé tout leur matériel ces derniers mois avec des progrès assez conséquents et toujours des priorités qui sont augmenter la densité des LED puisque ça permet d'avoir une meilleure définition et aussi de ne pas avoir à faire du flou sur l'écran pour éviter les effets de moiré, ce genre de choses. La fréquence qui a augmenté, ce qui peut avoir des effets intéressants et notamment pouvoir faire du fond vert et de la production virtuelle en même temps. Oh, wow. Et alors ça peut avoir des effets pervers puisque ça revient à refaire du fond vert classique alors qu'on voulait l'éviter. Mais voilà, ça, pour certains usages, ça a du sens. Et, et donc voilà, beaucoup d'innovations de ce côté-là. Il y a aussi d'autres entités qui créent même leurs propres écrans, histoire de ne pas récupérer ce qui se fait sur le marché, mais d'aller plus loin. Ça bouge beaucoup. On va peut-être continuer dans ta carrière. Après Gravity, tu es passé donc chez Sony, puis chez ILM. Et dans les projets assez marquants, il y a notamment la saga Avengers. Ah, pour le coup, c'est le rêve, quoi. C'est alors, entre Sony et ILM, j'ai fait un court passage à MPC, sur lequel j'ai bossé sur Godzilla, Game of Thrones et quelques autres projets. Et j'ai envoyé mon application à ILM. Ils ont accepté l'interview et ils m'ont dit pendant l'interview, ils étaient assez ouverts. Ils m'ont dit, ben voilà, il y a Avengers et il y a l'autre, c'était World of Warcraft. Et j'en avais vraiment rien à faire de World of Warcraft, quoi. Quand on dit que tu peux bosser sur Avengers, tu vois, tu te dis, ah, quand même, ça, c'est le rêve, quoi. Donc, j'ai insisté. J'aurais dit, c'est vraiment ce que je veux, mais bien sûr, je vais venir, quel que soit le choix, quoi. Et j'ai pas su jusqu'au premier jour. Le premier jour, on m'a dit, non, en théorie, tu devrais être sur Avengers. Et puis, une heure après, j'avais mon premier plan qui était offert. Et bah, c'est le rêve, quand même. Je suis allé voir mon supervisor, pardon, et je lui ai dit, tu me donnes les plans que tu veux, je suis nouveau à ILM, mais si je pouvais avoir un plan avec le Hulk, ça serait quand même, après ça, je peux quitter ILM, je peux mourir en paix, quoi. Et il était sympa parce il avait plein de plans, donc il avait assez pour satisfaire tout le monde, et il m'a fait la plupart des gros plans avec le Hulk. Et j'ai gagné sa confiance rapidement parce que j'avais des rendus sympas, je recevais pas trop de notes pendant les délits. Les délits, tu sais, c'est ce qu'on montre tous les matins. On montre l'avancement du travail et puis tu as le VFX supervisor qui te donne des notes. Et bon, il se trouvait que je n'avais pas l'air de les décevoir. Et je voyais mon CG Sup, il s'était gardé un plan pour lui. Et d'habitude, les gens font pas ça. Tu vois, il a trop de travail pour se faire, pour garder un plan à l'AIT pour soi-même. Et c'était le gros plan du show, quoi. C'était ce qu'on appelle un money shot, là où il put le pognon. Et je passe à son bureau, je vois le shot, je fais je peux l'avoir celui-là? Il me dit, ah ben non, c'est le mien, quoi. Et puis 6 mois plus tard, il était submergé par le boulot, il me dit, tu le veux toujours? Mais c'est la merde, hein. Il y a 800 personnages. 800 personnages. Bon, à la fin, visuellement, on ne les voit pas. Il y a beaucoup moins visuellement, mais il m'a filé le shot et j'ai même gagné un prix avec ça, quoi. J'avais eu le meilleur shot du film. Enfin, c'est une compétition interne à ILM, donc c'est pas un vrai prix, quoi. Mais j'ai eu du bol, en gros, quoi. On m'a filé des shots qui... je vais être honnête avec toi. Quand on te file des shots comme cela, des bons shots avec le Hulk, Iron Man et tout, c'est là où les gens, ils ont mis tout leur effort artistiquement déjà. Tu as eu le meilleur animateur, tu as eu le meilleur, je sais pas, tu vois, FX artist par-dessus. Donc, quand tu reçois tout ça en lighting, c'est déjà un joli shot, tu vois. Dès le storyboard, il était fait pour que ce shot soit joli, quoi. Et donc, après, quand on te donne un prix en te disant, Yann, tu as fait le plus beau des lighting, il y avait tout le temps cette impression de je ne le mérite pas tellement, quoi. Des fois, c'est plus difficile de faire un shot minable, un close-up sur un téléphone parce que justement, il y a tellement peu qui se passe à l'image. Il faudrait faire un génie pour le rendre intéressant, quoi. Et donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance à ILM
parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a fait confiance dès le début et que quand tu files des bons shots dès le début, bah, tu brilles plus facilement. D'accord. Ouais. Un autre projet sur lequel on pourrait revenir, c'est The Revenant avec Leonardo DiCaprio. Tu m'as dit que c'était un projet difficile, hein. Ouais, Est-ce ouais. est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi? Écoute, pour moi, c'est comme un mauvais rêve. Je m'en souviens quasiment pas, en fait. Je fais quasiment une occlusion là-dessus. C'est les temps de rendu. C'est pas les temps de rendu, c'est ce qu'on appelle le time to first pixel. Tu sais, quand tu envoies ta scène et que finalement le renderman dit ça y est, ok, maintenant je commence le premier bucket, le premier pixel. Des fois, il y avait 8 heures qui se passaient. Parce que historiquement, je pense qu'ILM a décidé de faire The Revenant. Ils ont dû casser les prix parce que je pense même pas qu'on a fait de fric là-dessus. Mais historiquement, c'était au moment où Riz Ahmed venait de mourir, après Life of Pi. Et Riz Ahmed, dès qu'il y avait un film dans le monde qui se passait avec des poils, bon, c'était soit Weta avec Planet of the Apes, mais tout le reste, c'était Riz Ahmed. Ils étaient pas chers et ils avaient la meilleure technologie de poils. Donc, ils sont morts. Donc, ILM, ils sont intelligents, ils se sont dit, ça c'est ma théorie. Ils se sont dit, bon, ben, quitte à ce qu'on le fasse à perte, mais on ne peut pas laisser à notre studio devenir les masters du poil, quoi. Donc, ils ont pris The Revenant, mais on n'avait pas la technologie pour ça. Donc, pourquoi ça mettait jusqu'à 8 heures à chaque fois que je voulais commencer un rendu? Parce qu'on n'avait pas de système pour cacher, pour faire un cache, un baker, la position, la dynamique des poils. Donc, à chaque fois que je disais, je veux voir la frame 30, là, je veux rendre la frame 30, tu avais une sorte de simulation qui se passait des 30 premières images pour voir où est-ce que le poil était avec le bon motion blur, parce qu'un motion blur, bon, ben, par définition, c'est aussi plusieurs images, tu sais. Donc, tu attends 8 heures et puis tu te rends compte que, bon, ben, ton lighting, il est pourri. Ben, tu recommences un truc et tu réattends 8 heures, quoi. Donc, il y avait ça et tu pourrais me dire, ouais, mais enfin, Yann, quand même, tu sais ce que tu fais, tu pourrais rendre sans le poil, tu pourrais rendre juste la géométrie et voir si le sol est bien. Mais pareil, le shader de poil qu'ils avaient, je vais te parler très honnêtement, moi, je pense qu'il était pourri. Et en fait, il y avait une différence de si tu prends mon bras, tu mets la lumière ici et puis tu vois que la lumière principale, elle est là. Et bien, avec leur shader de poil, la lumière, elle avait un angle différent, tu vois, le côté le plus brillant. Parce qu'ils essayaient de travailler sur ce côté spécifique, anisotropique qu'ont les cheveux. Bref, c'était l'horreur, donc je ne pouvais même pas essayer de tricher pour anticiper comment le lighting allait être. Et puis, j'aimais pas mon superviseur, j'aimais pas, j'ai passé un mauvais moment. Ça s'est bien passé à la fin, ils m'ont pas viré, mais ça a été une expérience vraiment, vraiment difficile. Mais il se trouve que à la fin, c'était sympa. J'ai réussi à placer quelques technologies sympas, c'est-à-dire que par exemple, il y avait de la mousse au sol, on rajoutait beaucoup plus de mousse que le shot en avait, le plate, le film, et ce qui permettait de faire de la mousse qui avait de l'interaction avec l'ours, qui était CG. Donc, il fallait de la mousse CG. Mais la mousse, elle avait jamais l'air bien. Elle avait toujours l'air très CG. Et donc, je suis allé voir les mecs du FX qui faisaient la population de mousse au sol et je leur ai dit, si je vous donne la plate, est-ce que vous pouvez dire à chaque source de air qui constitue la mousse de prendre le pixel de la plate et c'est ce qui va faire la couleur du truc. Donc, ils ont réussi à faire ça, ce qui s'appelle une primvar, une variable primitive, je ne sais pas, dans Renderman. Et le shader, en fait, il était tout simplement drivé en prenant le pixel sur lequel une courbe commençait, le pixel de la plate, prenait ça, il allait avoir cette couleur tout au long. Donc, du coup, quoi qu'il se passait, la mousse avait la couleur de la plate, c'était vraiment bien intégré. Et si tu le becques sur la première image, après, même si la mousse, elle bouge, bon, ben, les couleurs ne bougent pas, elles gardent celles qui avaient été bakées à la première image. Donc, j'ai eu cette idée-là, j'ai essayé, ça a super bien marché, ils l'ont mis sur tous les plans. Donc, c'est pour dire que même si j'ai passé un moment horrible, ILM s'est pas dit, bon, ben Yann, il est en train de se prendre le mur, en fait, il est nul, Avengers, c'était un coup de bol. Donc, j'ai eu de la chance comme ça, avec une ou deux techniques en dehors de l'ours, pour m'en sortir pas trop mal, quoi. D'accord. Donc, projet difficile, mais en même temps, pas mal d'inventivité derrière au niveau technique pour pallier justement aux limitations de la. J'ai trouvé un moyen de briller, enfin de briller, c'est pas le mot, excuse-moi, ça a l'air très vaniteux, mais
de pas être une total failure et de toujours avoir quelque chose à apporter, une pierre, au mur, à l'édifice, quoi, tu vois? En disant: «OK, ça, c'est peut-être pas génial. OK, je sais que c'est dur, mais regardez, j'ai fait ça». La réflexion dans les yeux de l'ours, j'ai trouvé une triche et c'était complètement fait dans Nuke. J'arrivais à driver une HDRI pour réflexion dans les yeux, dans Nuke au lieu de faire ça en rendu. Donc si à la fin on n'était pas content avec le look, c'était pas grave, on pouvait faire ça en 5 secondes dans Nuke, tout refaire. Donc j'ai réussi à, comme après ça a été adopté sur plusieurs projets, je pense que Star Wars arrivait après, ils l'ont réutilisé sur Star Wars. Bon, bah, du coup, tu vois, tu ne dis pas, enfin les gens se sont pas dit: «Yann, ça a été une total failure», quoi. C'est pas trop mal passé finalement. D'accord. Mmh. Après ces projets chez Sony ILM, tu es passé notamment chez Zoic Ouais. et là-bas, tu as surtout travaillé sur de la série, notamment, Sweet Tooth. En termes de travail par rapport à du long métrage auquel tu étais plutôt habitué, ça a dû changer pas mal de choses dans tes plannings, ta façon d'aborder les plans? Ouais, en plus, ILM, c'est un cas particulier, c'est que même si c'était moins vrai sur la fin, mais ILM a le luxe d'avoir de donner un petit peu plus de temps qu'un autre studio, quoi. C'est moins vrai maintenant, mais quand tu bosses à MPC, tu travailles énormément dans la plupart des studios. Weta, ILM, ils sont toujours un petit peu drivés par la qualité, donc tu as un petit peu plus de luxe d'avoir du temps, tu ne sens pas le stress. Donc le contraste avec Zoic, et Zoic, ça n'a rien à voir avec Zoic, mais le contraste avec travailler pour de la série, dans une plus petite structure qui ne peut pas se permettre de prendre le temps de faire du joli, parce qu'il faut juste faire good enough, tu vois, que si c'est bon, ça suffit, quoi, pas besoin de faire bien. Ça a été chaud de s'adapter parce que j'étais vraiment habitué. J'ai passé quasiment 5 ans à, ouais, un peu plus de 5 ans même à ILM, donc j'étais vraiment habitué à ce rythme-là. Donc quand d'un coup, ben, on te dit, ben, à la fin de la semaine, c'est pas un plan ou 2 qu'il faut sortir, c'est l'épisode. Tu fais: «J'avais pas compris, pardon». C'est le choc a été violent et puis c'était aussi un nouveau boulot pour moi parce que j'étais pas lighter, j'étais CG Sup. Donc je m'occupais d'organiser, de troubleshoot, comme on dit, de régler le problème des gens, troubleshooting, heu et de soulager un petit peu le VFX Sub. C'est-à-dire que si je voyais un truc qui était visuellement pas très plaisant, je pouvais dire: «Hey, mais c'est pas censé être mon métier», me dire: «Me le mets pas en face des yeux du VFX Sub, ça, tu pourrais d'abord faire ci ou ça pour le rendre un peu plus joli». Donc de voir d'un coup s'occuper de tous les départements, c'était chaud, quoi. D'accord. Ouais. Et d'ailleurs, cette expérience chez Zoic, c'est ce qui t'a un peu mené à vouloir, changer d'industrie, à passer du côté jeux vidéo? Ou est-ce que c'était, peut-être plus général, peut-être envie de voir autre chose? Ouais, j'ai toujours eu, peut-être que je manque d'ambition, je ne sais pas si c'est de l'ambition ou non, mais je me suis toujours dit: «Si un jour je peux faire ce que j'aime, c'est-à-dire faire des belles images, faire de la 3D, un peu ce que je faisais à 3D VF, quoi, mais en faisant plein de fric, j'y vais direct, quoi», tu vois? Donc mon ego d'avoir travaillé à ILM, d'avoir travaillé sur Adventure, ça y est, je l'ai eu. J'ai coché toutes les cases ouais, qui remplissent mon ego. Mais si je pouvais faire, le même fric, mais en faisant un truc un petit peu moins, stressant, go, quoi. Et donc, j'ai toujours, toute ma carrière, j'ai gardé un œil sur, hem, l'industrie automobile, l'industrie de la montre, par exemple, les joailliers, tout ça, hem, Apple, Microsoft, Facebook, Google, en me disant: «Ces gens-là, ils font de la 3D, mais ils ont pas un épisode à sortir à la fin de la semaine». C'est une façon d'aborder la 3D qui est très différente, quoi, tu vois? J'imagine que les mecs qui font les rendus de l'iPhone chez Apple, il y a un mec AutoCAD, qui lui a filé le wireframe, il fait des rendus, il cherche les matériaux, il fait: «On pourrait faire du bleu cérusé, on pourrait faire du green emerald». Ça, ils ont le temps, quoi, tu vois? Ils ont 1 an pour sortir l'iPhone, ils font des milliards de tests. Ça doit pas être super stressant et c'est super bien payé. C'est comme ça que je l'ai toujours imaginé. Pareil chez Peugeot, Renault, quand ils testent les véhicules, en 3D d'abord.
Donc, je me suis toujours dit, ça serait le plan B parfait pour sortir de l'industrie euh, du cinéma, de la télé, mais faire la même chose, faire le même boulot, quoi. Et donc, un jour, j'ai trouvé cette annonce chez Microsoft qui était assez obscure, pour être honnête, hein, parce que ça s'appelait Marketing 3D. Alors, le titre était assez obscur, la description était un petit peu mieux, mais je comprenais toujours pas. Donc, j'ai postulé en me disant, je vais leur demander pendant l'interview qu'est-ce qu'ils attendent de moi, quoi. Et puis, en fait, la description, elle est très simple. C'est tout ce que tu vois qui est relatif au jeu, mais qui n'est pas le jeu artistique. Il faut que ce soit fait par quelqu'un, quoi. C'est-à-dire la jaquette du jeu, tu vois, du DVD quand tu achètes le jeu, le poster que tu as dans le magasin de jeux vidéo, le tweet ou le post Facebook quand, je sais pas, il y a une promo pour Noël avec le héros du jeu qui tient. Il y a quelqu'un qui fait cette image. Ben, il se trouve que c'est ça le job pour lequel j'ai postulé, quoi. Donc je me suis dit, OK, c'est le job parfait. C'est que je ne vais pas faire que du lighting, je vais être généraliste, c'est une image en entière que je vais créer, mais je vais bosser pour Microsoft, je vais bosser pour Xbox. Donc, il y a du fric derrière. Donc, il y a le luxe du temps et de la qualité, parce que c'est des gens qui ont une certaine assise financière et qui ne sont pas là pour sortir un jeu tous les 6 mois, mais pour sortir un jeu qui vend des Xbox. Donc, c'est qualité d'abord. Oui, parce que pour préciser un petit peu, The Coalition, c'est un studio connu notamment pour la licence Gears of War. Donc, Ouais, effectivement, ouais. la licence phare qui, effectivement, va faire acheter les consoles derrière. Voilà. Donc, en fait, je me suis dit, j'ai trouvé le job de rêve. Et dans la boîte de rêve, c'est pas des gens qui vont me stresser, c'est des gens qui vont, un peu comme à 3DVF, qui vont me fournir tout pour arriver au succès. Ils n'ont aucun intérêt à me planter, à me mettre du stress. Le but, c'est la qualité. Donc, si le jeu il doit sortir 2 semaines plus tard parce que j'ai loupé la jaquette, ils s'en foutent. C'est pas la fin du monde parce que derrière, le but, c'est d'avoir la plus belle image pour vendre le plus de consoles. Donc, l'interview, c'est pas une interview, c'était plein d'interviews parce que c'est Microsoft. Des interviews qui sont montées jusqu'à 6 heures. À voir Avec peut-être des tests concrets. j'ai eu un test au début, avant l'interview. Ils m'ont fait faire un test, ils m'ont filé des assets du jeu. Ils m'ont filé un rig à moitié cassé, si tu veux mon opinion. Un rig à moitié cassé, un modèle, je pense que c'est le modèle original, mais c'est du low poly, quoi, tu vois, c'est du jeu, des textures. Et ils m'ont dit, voilà, fais une image, il faut que ce soit, je sais plus comment ils me l'ont présenté, mais on veut Brother in Arms, quoi, en gros, tu vois, ils m'ont sorti des mots qui sont liés aux militaires et une image de fond. Mais j'avais pas de shader, j'avais rien, quoi, tu vois, c'est pas de lighting ou quoi, tout ça. Et même le rig étant un peu pourri, et je me suis dit, en fait, tout ça, c'est pour voir si justement je suis assez débrouillard. Je me suis dit, il me file un zip tout pourri avec 3 milliards de trucs manquants pour voir si je me débrouille sans réclamer, quoi. Donc, en fait, parce que je me suis mis dans cet état d'esprit, je suis jamais retourné vers eux en disant, vous avez oublié de me filer les shaders. J'ai pas posé de questions, je me suis débrouillé, je pense que c'est ce qui leur a plu. Et j'ai pas donné le produit fini, j'ai donné le produit fini, le fichier PSD, le fichier Maya. Et j'ai pris soin de frimer un peu en faisant des jolis casques colo, tu vois, avec des des calques de couleurs, des groupes bien nommés. Donc, je voulais leur montrer que c'est pas comme ça que je travaille tous les jours, mais que si c'est demandé, je sais faire, quoi, qu'ils peuvent compter là-dessus, quoi. Et ça a marché, j'ai eu le boulot direct, quoi. D'accord. Ouais. Et du coup, oui, concrètement, actuellement, tu continues à faire ce genre de choses. Je crois que tu es au poste depuis 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, j'ai 2 ans maintenant. Après la première année, je suis passé d'artiste à je suis le leader maintenant de l'équipe. Et l'équipe a grossi parce que maintenant, quand je suis rentré, ça s'appelait du média service. Maintenant, on s'occupe de la franchise en entier. C'est-à-dire que, par exemple, l'annonce s'est passée il y a plusieurs mois, ou quasiment presque un an maintenant, je ne sais plus.
que Gears of War, les droits ont été rachetés, enfin pas rachetés, ont été achetés par Netflix pour pouvoir en faire un film et peut-être une série. Donc, bon, ben, maintenant, ça tombe sous la franchise. C'est-à-dire que si Netflix se dit à quoi ressemble le caractère, comment il court, faire à 360, une tournette, de quoi est-il fait, les métaux, le machin, bidule, ben, maintenant, c'est sous la franchise du jeu. Donc, c'est moi qui vais m'en occuper, qui va être avec Netflix. Donc, j'ai eu du bol. Encore une fois, il y a beaucoup de chance dans ma carrière, mais j'ai été promu à un poste avant de savoir que Netflix arriverait. Donc, et en fait, du coup, je grandis avec les opportunités que le studio a avec le temps. Ouais, puis c'est super intéressant d'avoir cette implication dans le projet Netflix, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce genre de choses. Quand il y a une adaptation, une déclinaison, il peut juste y avoir, bah, tenez, voilà les droits, faites-en ce que vous voulez, on n'a aucun droit de regard, ou presque. Donc là, finalement, c'est... Je pense, alors c'est quelque chose dont déjà, je ne connais pas à quel point, tu vois, les contrats, et les tensions qui peuvent exister en termes de degré de liberté des deux studios. Je ne suis pas dans le secret, je ne veux pas l'être, mais je pense qu'il y a toujours quand même un peu de respecter la franchise, quoi. Quand tu vois The Last of Us, par exemple, euh, tu peux mettre le jeu et le film, c'est plan par plan, quoi. C'est incroyable, quoi. Oui, tout à fait. Et, Ce que je voulais dire, c'est le degré de contrôle, même s'il y a toujours cette volonté de respect, le contrôle effectif et les liens concrets ne sont pas toujours aussi forts. Il va y avoir un certain panel possible entre on vous donne les droits, on vous demande de respecter un minimum certains points, et derrière, si vous voulez vous éloigner du scénario, il n'y a pas de souci. Et un autre cas à l'autre bout du spectre, peut-être pour le film Mario, avec Nintendo qui a carrément été impliqué au niveau administratif avec Illumination, qui ont travaillé étroitement sur le contrôle des personnages, ce genre de choses. à mon avis, alors tu as entièrement raison. Je pense qu'il ne faut pas oublier, il doit y avoir énormément quand même excuse-moi pour le cliché, mais d'aventure humaine aussi. C'est que si demain, alors je ne sais pas, je te donne ça en pur exemple, mais il y a quelqu'un qui a beaucoup de charisme de chez Netflix qui arrive et qui à chaque fois qui dit ouais mais j'aimerais bien faire ça pour le personnage principal, ça le vendrait bien, et qu'en face à Microsoft, à quelqu'un avec moins de voix, moins d'opinion, de dire d'accord, tu vois. Alors quoi qu'il soit écrit dans le contrat en termes de relation entre les deux, il y a toujours ce côté humain qui peut complètement retourner la balance. Et là où je veux en venir, c'est qu'en fait, je ne sais pas du tout où est-ce que sera la balance entre Netflix et The Coalition pour respecter la licence originale. À mon avis, il n'y a personne qui le sait encore. Parce que c'est ce côté humain, tu vois, qui n'est pas... pendant les réunions, s'il y a quelqu'un qui a une plus grosse voix et qui emporte l'adhésion des gens, il peut avoir une mauvaise décision, mais s'il a ce charisme, tu fais OK, ouais, d'accord, tu vois, un peu comme un Steve Jobs, il pourrait dire des conneries, je suis sûr qu'il a dit plein de conneries, mais il y a cette déformation de la réalité autour de quelqu'un, quoi. D'accord. On verra. Il nous reste encore quelques petites minutes. On peut dépasser un peu, hein, on a commencé. D'accord, parfait. Pardon, moi, je veux que tu puisses passer à toutes les questions que tu as en tête. Non, t'inquiète pas, c'est gentil. On va peut-être parler de manière un peu plus large sur la partie intelligence artificielle qui fait beaucoup parler actuellement, avec des outils d'IA générative, des outils où il y a un peu plus de contrôle. Je pense à ce que vient de dévoiler Adobe côté Photoshop avec l'intégration de Firefly. Il y a des projets aussi de recherche avec de l'image générée sur laquelle on a du contrôle. Et il y a aussi un autre enjeu important qui est l'aspect éthique, avec d'un côté des outils type Midjourney qui ont été entraînés en piquant le travail des artistes, on va dire ça comme ça. Et à l'inverse, du Adobe ou du Nvidia qui insiste sur le fait qu'ils ont utilisé des choses sous licence. Quelle est ta vision un peu de tout ça? Et est-ce que tu utilises de l'IA, toi, peut-être pas au quotidien, sauf si tu peux nous en parler, mais comment tu vois ça en termes d'outils? Ah, il y a plein de sujets là. On va commencer avec l'éthique.
OK, l'éthique, alors moi, je veux pas me fâcher, parce que j'ai une position assez posée, mais forcément, quand tu as un avis tranché, tu te mets 50 des gens à dos. Mais il y a à quel p j'ai du mal à définir ce qu'est l'inspiration de la copie et la plupart du boulot que je fais, tu vois, quand si demain mon boss me demande de faire une image, et puis il va me donner un thème, première chose que je fais, c'est que je vais sur Google Images et je mets quasiment les mêmes keywords qu'il m'a donné, tu vois, les mots-clés et puis je regarde et puis je vais faire comment on appelle ça? Un board, tu vois, avec 200 images qui me plaisent et puis je vais dire: «Tiens, j'aime bien la position de ces personnages-là et j'aime bien cet éclairage-là». Je copie quand même à 99 quoi, tu vois? Je suis pas tout le temps original. Moi, je suis pas comme quelqu'un qui dessine en partant d'une feuille blanche, hein. J'ai besoin de voir beaucoup d'images. Et ben c'est exactement ce qu'a fait Midjourney en allant voler des photos, quoi. Donc je suis un copieur aussi, si les gens disent que ça, c'est de la copie. Maintenant, on pourrait appeler ça de l'inspiration. Donc j'ai tendance à balayer ça d'un revers de la main, juste parce que c'est vraiment difficile de définir. Maintenant, si on définit bien, on peut essayer de commencer à faire des jeux de sémantique, mais je suis pas super à l'aise avec ça. En plus, je pense que si on continue pas, alors il faudrait rétribuer, on pourrait imaginer une rétribution des gens, mais je vois pas comment on pourrait le mettre en place, donc c'est encore un autre problème. Mais les gens qui font du train model, tu vois, Midjourney, ils ont entraîné leur modèle sur, je sais pas, X millions d'images. Si on laisse pas ça se faire, il va s'entraîner avec ses propres images et bientôt il va sortir les mêmes pixels à tout le monde, quoi. Donc il faut bien qu'il y ait un input original, tu vois, si tu veux un output intéressant. Donc ça, c'est balayé. C'est un avis assez tranché. Faut pas s'embarrasser avec ça parce que je pense que dans 5 ans, les gens auront passé le cap de se poser cette question, quoi. Tout le monde l'utilise déjà l'IA maintenant, quoi. Ça y est, ça fait partie du quotidien en quelques mois, quoi. Donc tu auras compris que moi je suis assez enthousiaste. En fait, je trouve ça assez sympa, j'aime beaucoup ça. Hem, Après, juste pour, l'autre approche, c'est de dire que la technique est intéressante, mais que, en termes de source, une technique, à la Adobe, par exemple, ou Firefly, alors, qui aujourd'hui est moins puissant que Midjourney de ce que j'ai pu tester, mais qui a quand même l'avantage en termes de données d'entraînement, d'avoir rémunéré les artistes derrière. Ce qui est non, peut-être non, je suis un d'accord, tu vois? J'ai pas, je vais être honnête avec toi. Si j'avais plein d'images, sur ArtStation, par exemple, ou sur 3DVF dans ma galerie et que je les devine dans mes journées demain, je ferais la gueule en me disant: «Tu te fais du fric sur mon dos». Donc je veux pas éliminer ça, c'était pas le but de dire ça. Il y a juste que je pense que c'est un problème qui va vite être effacé. Maintenant, si on pouvait donner du fric aux gens, heu, je suis pour, je suis pas contre, quoi, tu vois? Je dis pas, votre requête est inutile. Bah, je pense qu'elle est inutile parce qu'elle aura jamais lieu, mais elle est justifiée. Quelqu'un qui a travaillé et que quelqu'un fait de l'argent sur le travail de quelqu'un d'autre doit être rémunéré. Ça, il y a pas débat là-dessus. Je voulais pas dire l'inverse. Maintenant, Firefly, pour le moment, c'est super limité quand même parce que moi, enfin, Firefly dans le Photoshop. J'ai pas essayé parce que Firefly existe en autonome. J'ai essayé Firefly dans Photoshop dans la bêta. Quand même super limité pour le moment. Quand tu dis, tu as un morceau de plage et tu dis: «Rajoute-moi un chien», tu as aucun contrôle sur la taille du chien ou sur le type de chien ou des fois tu dis: «J'ai demandé à un chien de face qui regarde la caméra» et il m'a mis le chien qui regardait à l'opposé, quoi. Donc il y a quand même pour le moment, c'est quand même relativement limité. J'ai vu un outil qui a l'air génial, c'est DragGAN pour le coup, quoi. Tu une sorte tu peux baisser les oreilles du chien, enfin là donc ça va arriver. Je pense qu'il y a le jour où dans Photoshop, tu rajoutes, parce que dans Photoshop, tu as Puppet, tu feras Puppet fois Firefly, ça va être génial. C'est juste une question de temps pour ça. Donc tous ces outils-là, quand les gens me disent que ça limite leur créativité, que ça limite la créativité, c'est quelque chose qu'il faut arrêter tout de suite. Parce que si tu es un créatif, cet outil-là va pas killer ta créativité. Tu vas continuer à être créatif. Soit tu l'utilises pas, soit si tu l'utilises, ton imagination, elle est toujours là. Tu as toujours envie de voir un oiseau avec une tête de rat. Enfin, tu vois, tu l'aurais dessiné, là, tu l'as demandé. Mais c'est la créativité, l'idée,
elle est la même. Donc ça, les gens qui avaient aucune créativité avant vont jouer avec. Donc au pire, ils ont toujours pas de créativité. Au mieux, ça va donner une naissance de créativité. Ils vont dire: «Oh, je peux faire ça. J'étais pas dessinateur, mais maintenant je peux quand même faire une image». Donc pour moi, ça peut que créer de la créativité. Je ne comprends pas les gens qui disent: «C'est la fin des artistes». C'est vrai, il y a 100 ans, quand l'appareil photo est arrivé, les écrivains disaient, et les peintres disaient que c'était la mort de l'art, la photo, parce que ça ne faisait que, prendre à quelque chose qui existait déjà. Bon, maintenant, tous les photographes, on les traite comme des artistes, quoi. Donc c'est juste une question de temps avant que ça soit accepté. Je pense que c'est vraiment juste être réfractaire et conservateur. Ça, en fait, je sais que j'ai un parti pris assez clair, mais je pense que c'est résister. Ouais, ouais, c'est un sujet assez complexe parce qu'effectivement, la photo n'a pas tué la peinture, par exemple. D'un autre côté, la peinture aujourd'hui a pas du tout la même. C'est pas une industrie artistique aussi large que la photo. De même, la 3D n'a pas tué la photo, mais concrètement, il y a beaucoup de catalogues de meubles, de vêtements qui se mettent à utiliser du rendu 3D, qui se mettent ou qui le font déjà depuis plusieurs années à utiliser du rendu 3D. Et de fait, il y a des photographes qui ont beaucoup plus ce métier-là, donc il y a des évolutions. Euh, un autre élément que j'avais vu aussi, c'est du côté traduction. Parce que ce genre de sujet, ça discute aussi pas mal sur Twitter notamment et sur tous les réseaux sociaux. Et finalement, ces réflexions au sein du côté du monde de l'image, dans la traduction, c'est quelque chose qui a déjà été vécu, puisque il y a Google Trad qui est arrivé, et Google Traduction est entraîné sur des traductions concrètes. Donc là aussi, sur le travail de gens sans les avoir rémunérés, finalement, on a exactement la même situation. Mais bon, pour le coup, ça bénéficie à tout le monde. Donc, à la fin de la journée, enfin, j'ai un avis particulier sur Google. Je sais que quand tu quand tu payes pas un service, c'est toi le produit, mais Google Trad, c'est gratuit. Ça a été entraîné par des gens sans les payer, mais ça bénéficie aux mêmes gens demain qui l'utilisent. Donc en fait, il y a une sorte pour moi, c'est un faux problème. Mais encore, tous ces outils, je pense vraiment que ça. Par exemple, je sais que toi, tu aimes bien la photogrammétrie. Moi, ça me gonfle. Prendre des photos, et puis maintenant, pour le faire bien, il faudrait prendre des photos avec un filtre, comme ça, tu enlèves le spec, et tu as une meilleure capture, tout ça. Ça me gonfle, je trouve ça long. Maintenant, tu as Nerf. Oui. Donc, tu as Luma AI, donc une boîte qui fait de l'intelligence artificielle, qui me dit: «Beh, tu prends ton téléphone, tu tournes autour de cet objet, ça upload en 15 secondes et j'ai ma photogrammétrie qui arrive». Puis c'est plus sympa que la photogrammétrie parce que chacun des point cloud garde en fonction de l'incidence de la caméra, connaît la réflexion, ce que ça doit. Donc maintenant, tu peux même faire une chrome ball, tu pourrais la photogrammétrier en Earth, alors qu'avant, tu ne pouvais pas par définition. Tout ce qui était réfléchissant, ça cassait la capture 3D. Donc, c'est le parfait exemple que l'AI m'a ramené à la photogrammétrie alors que ça me gonflait à cause de limitations techniques. Donc, tu vois, ça n'a pas tué la photogrammétrie, ça m'a ramené à elle. Et je pense que c'est ça, en fait, aujourd'hui. Je ne comprends pas les gens qui trouvent que ça tue des artistes ou ça tue la créativité. C'est exactement l'opposé. Je pense que aussi peut-être l'idée que des gens, du coup, vont utiliser l'IA et un prompt et dire qu'ils ont créé l'image, alors que finalement, c'est l'IA qui l'a créée en se basant sur la petite phrase qu'ils ont donnée. C'est vrai Oui, quand c'est tu prends ça. une Oui, photo. c'est aussi du travail, les ajustements, etc. Mais voilà, il y a toujours cette question de est-ce que c'est des armes égales, entre guillemets. Ouais. Quand tu prends la photo d'un couple en train de s'embrasser, on va te dire: «Ah, tu es un artiste». C'est qui l'artiste? Est-ce que c'était pas le couple qui s'embrassait joliment? Est-ce que c'était pas le soleil qui t'a quand même, qui a fait tout le travail à ta place? Tu vois, c'est le débat avant se poser pour les photographes. À la fin de la journée, c'est juste l'art, c'est très personnel, c'est l'intention. Quelle était ton intention? Bon, est-ce que ça a plu aux gens? Ce qui gonfle les gens, c'est que ma mère qui sait pas faire 3D peut faire une image maintenant, avec Midjourney.
Et ça gonfle les gens comme moi qui ont mis 30 ans à le faire, à apprendre à le faire. Je pense pas que ce soit juste ça. Il y a peut-être aussi l'idée que des gens se sont mis aussi à poster des images générées par IA en disant voilà, j'ai créé ça, fait ceci, cela. Un peu comme si, pour reprendre le parallèle photo-peinture, si quelqu'un faisait des photos de corbeilles de fruits et les envoyait à une compétition de peinture de nature morte. Tu vois, le côté, finalement, tu n'as pas utilisé le même médium. Donc, c'est une image qui est très belle aussi, mais c'est pas la même chose et il y a pas, c'est pas la même catégorie, entre guillemets, Mais donc, de on création. peut faire des catégories, mais quand j'ai commencé la 3D, j'utilisais Poser. Alors, Poser, c'était MetaHuman avant l'heure. Tu vois, tu avais un personnage et puis tu pouvais choisir la taille des bras, la longueur des cheveux, la taille des seins. Et tous les copains qui passaient 200 heures à faire un personnage en 3D, alors que moi, je cliquais ça, je changeais la taille des bras et cliquais Export, ils me regardaient de haut en pensant que j'étais pas un artiste parce que j'y avais pas passé 200 heures. Bah, aujourd'hui, la discussion, elle serait ridicule parce que c'est les mêmes qui vont sur Unreal et qui utilisent les MetaHuman en trouvant que c'est génial. Alors qu'ils n'ont pas fait de texture, ils n'ont pas fait de modèle, ils n'ont pas fait les cheveux, le grooming. Ils ont pris et c'était déjà fait. Ils ont juste. C'est le sens de l'histoire. C'est ça que je disais. Il faut arrêter de résister parce que si tu résistes, t'es aigri, t'es tout seul et t'es perdu parce que tout le monde adopte très vite. Et que le but maintenant, c'est que ce soit plus facile et qu'on puisse faire du contenu plus rapidement et à plus grosse échelle. Donc, je sais pas, c'est des débats qui sont perdus d'avance, quoi, qui peuvent être intéressants à avoir autour d'une bière, tu vois, et puis avoir un petit débat enflammé autour de la définition de ce qu'est l'art et tout ça. Mais à la fin de la journée, notre discussion, elle est stérile parce qu'elle va pas changer le cours des choses. Et que, et que, et que- et Oui. que les jeunes qui ont 20 ans, ils vont nous écouter en se disant, putain, ce combat d'handicapés, quoi. Ouais, moi, j'ai déjà fait mon histoire avec ChatGPT qui m'a donné la liste des plans, la musique. Et la musique, elle est faite avec Beethoven, qui est un outil de musique d'intelligence artificielle. Et demain, ils vont avoir un contrat pour faire un vidéoclip qu'ils auront fait en 1 heure, qui aura quasiment la même qualité que ce que tu as fait, qui aura pas ton intention artistique, mais pas si loin. Mais c'est lui qui a le boulot et c'est pas toi. Et donc, passer trop de temps à se prendre la tête, c'est le meilleur moyen de pas prendre le train, quoi, tu vois, et d'être laissé derrière et d'être le râleur, le vieux râleur qui a pas voulu évoluer. Moi, j'ai vraiment toujours peur de ça, quoi. Donc, j'essaye d'être plutôt un enthousiaste. Ouais, ouais. Après, il y a aussi l'approche peut-être un peu entre deux, qui consiste à dire, bah voilà, on utilise Firefly dans Photoshop, il n'y a pas de souci. On précise, voilà, il y a une partie de l'image qui a été générée, le truc a été entraîné sur des données a priori éthiques, et entre guillemets, tout le monde est content parce qu'on voilà, on précise clairement ce qui a été fait. Oui, oui, ça, désolé, ok, c'était deux conversations différentes. Je suis d'accord avec ça, hein. Moi, je parlais de l'usage de l'IA en général qui commence à être critiqué en disant oh, ton poème, il est fait avec ChatGPT, alors il vaut que dalle, ou ton image elle est faite avec Midjourney, donc avec que dalle. Je suis d'accord qu'on rétribue les Je pense images pas que ce collées, soit mais je pense pas que ce soit dans l'usage de l'IA qui est critiqué, que peut-être plus le fait de pas dire et ou de dire que qu'on a fait le travail à la place de l'IA. C'est-à-dire si moi si je prends Photoshop, que je lui dis étends-moi ce paysage, fais-moi 50% de chaque côté, ce qui est généré, je ne veux pas dire que c'est moi qui l'ai dessiné, quoi. C'est pas non. Mais c'est marrant ce que tu dis. Je pense que si les gars de Midjourney, alors je crois qu'ils avaient pompé toutes les images qui étaient sur j'ai oublié, DeviantArt, un truc comme ça. C'est peut-être pas ça, mais j'ai oublié. S'ils avaient envoyé un mass email à tous les users de DeviantArt en disant on est en train de créer cet outil, est-ce que tu consens à ce qu'on utilise cette image pour entraîner? Je suis sûr que la plupart des gens auraient dit OK et que ça n'aurait jamais été un scandale. Sans parler de rémunération, juste les prévenir à l'avance de Ouais, ce qui mais justement, c'est le fait qu'on te le fasse dans le dos oui, voilà. ouais, non, mais je suis d'accord avec ça. Et je veux dire ça aussi de mon côté, du côté photogrammétrie, je mets pas mal de choses, notamment sur Sketchfab ou sur Scan the World, dont des modèles que je mets sous licence Creative Commons. Si,
si on me demande, voilà, est-ce que tel et tel modèle, on peut l'utiliser pour notre IA? Dans pas mal de cas, ça va pas me poser de soucis. Heu, mais pareil, voilà, si c'est fait, sans consentement, ça pose des soucis. Et un point qui m'a un peu chiffonné, je sais pas si tu avais vu, il y a une équipe qui a créé une base de données d'entraînement pour des IA sur des modèles 3D, en mode, les IA génératives d'images font un super travail parce qu'elles avaient des données sources. En 3D, il y a pas vraiment de base qui existe. Donc nous, on en a créé une à partir de modèles libres. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inspiré, les modèles Sketchfab qui étaient dans la solution Creative Commons. Sauf que du coup, ils ont pas demandé en amont, et entre l'aspiration et le lancement de la base de données, il y a Sketchfab qui a, mis un tag, No AI pour pouvoir indiquer qu'on voulait ou qu'on voulait pas que ce soit utilisé pour de l'IA. Et la base de données qui a été mise à disposition, elle respecte pas le tag parce qu'ils ont dû prendre les données avant, considérer que la licence à l'époque c'était ça, donc que ça s'applique toujours, voilà. Voilà, il y a aussi peut-être des questions d'évolution d'outils. Les gens qui ont pu mettre en des contenus artistiques qui n'avaient pas forcément, l'idée que ça pourrait être utilisé de cette manière-là un jour. Vaste. Ouais, ça, pour le coup, sur ce cas vraiment particulier, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et si tu prends une grosse boîte comme Nvidia ou Adobe, ça serait quand même facile de prendre à la place des images qui ont été taguées, il y a une chaise au milieu, il y a suffisamment d'angles de vue parmi toutes les photos pour en extracter qu'est-ce que c'est une chaise en 3D. Et il n'y a pas besoin d'aller voler le modèle 3D de quelqu'un, quoi. Tu vois, mais justement, Nvidia est en train de faire ça en ce moment, quoi. Oui, tout à fait. Dans l'univers, ils ont des outils qui permettent de faire ce genre de choses et qui même permettent de faire de l'entraînement sur ses propres bases de données. Typiquement, si je suis, ILM, que j'ai fait, 100 modèles de voiture, pour une grosse licence, Fast and Furious ou quelque chose comme ça, je peux les utiliser pour derrière générer d'autres voitures, ou ce qu'ils ont comme outil, c'est, à partir d'une photo par exemple et de cette base d'entraînement où on a toutes les voitures, de te régénérer un modèle de voiture qui va coller à peu près à la photo. Ce qui serait Sans marrant. être parfait, mais ça fonctionne. Non, non, ça arrive. Ce qui va être marrant, c'est que on verra si ça arrive ou non, mais il y a un petit pourcentage de chances pour que la 3D se meure pour faire l'image finale. C'est qu'il y a plein de... J'ai oublié le nom. Est-ce que je vais le retrouver en live? AI. Mais je ne sais pas où j'ai mis mon bookmark pour AI. On a une question dans le chat d'ailleurs qui Oh, nous vas-y. demande si la partie IA pourrait remplacer l'animation classique, l'animation keyframe. 200%. C'est exactement le lien que j'étais en train de chercher. Maintenant, tu peux donner, tu donnes une vidéo de moi en train de danser et tu mets à côté une photo de Sailor Moon et tu lui mets maintenant, tu comprends ce que c'est Sailor Moon, là, tu l'as là, tu transformes la vidéo, quoi. Et tu vois Sailor Moon en train de danser de la façon dont je faisais. Donc, ça existe déjà. C'est tous les jours, je vois des nouvelles vidéos, c'est de plus en plus stable. Pas stable, tu vois, ce que je veux dire, c'est que des fois, tu vois les cheveux qui vont se raccourcir, se rallonger, tu ne sais pas trop pourquoi. Il y a encore ce problème de temporalité. Et franchement, c'est mieux tous les jours. D'ici un an, Oui, tu vas commencer à avoir du contenu comme ça. il y a notamment Move.ai qui est sur ce créneau avec de la capture. Pour le moment, ils font ça à partir de plusieurs flux vidéo, typiquement de 2-3 iPhones ou plus. Mais ils nous avaient indiqué, on avait vu à Laval Virtual, qui travaille sur du monocaméra. Et il y a d'autres solutions concurrentes qui sont un peu sur ce créneau-là, de la capture monocaméra. C'est pas encore parfait. Très nettement, c'est pas de la motion capture classique, mais ça s'améliore et ça va dans ce sens-là. Ok, Euh, j'ai trouvé, je vais le taper dans le chat. Excuse-moi de t'avoir coupé. Ça s'appelle Runway. Si vous allez sur Runway, en plus c'est gratuit et c'est une web app. C'est Runway Gen 1. Et vous pouvez uploader déjà des vidéos.
Ça fait un peu ce que Firefly pouvait déjà. Tu vois, tu peux mettre une photo et puis dire, bah, tu me l'étends à l'infini. Tu vas deviner ce qui se passait avec cette image. Ou tu peux mettre une vidéo. Moi, j'ai des vidéos de... tu sais, dans The Joker, quand tu as Joker qui descend les escaliers en dansant. J'ai trouvé la vidéo sur YouTube, je l'ai téléchargée. J'ai mis une vidéo de Magritte et je lui ai dit, tu vas me refaire cette scène dans le style de cette peinture de Magritte. Et Runway Gen 1 l'a sorti en 5 secondes, pas en 5 secondes, en 10 minutes, il m'a renvoyé le résultat. Donc, c'est déjà là. C'est la réponse, c'est... Runway, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est plus de la stylisation ou de la modification des images existantes. En sortie, on n'a pas des animations 3D proprement dites, on a une image animée finale. Et c'est c'est la conversation que je commençais il y a une seconde en disant, c'est possible que la 3D va mourir en termes de rendu. J'ai vu une nana sur TikTok, elle a mis des boîtes de chaussures au sol comme ça, et je sais plus quoi. En fait, elle a fait une scène avec des cubes à la maison, basiquement, elle a joué au Lego, quoi. Elle a shooté ça avec son smartphone, comme ça, elle a fait. Et dans le prompt, elle a dit, bon, ben, ces boîtes de chaussures, c'est des gratte-ciel. C'est une ville de nuit avec du trafic sur la route. Donc, ça a gardé son mouvement de caméra qu'elle a fait comme ça. Ça a gardé les volumes des boîtes des chaussures, mais ça a été remplacé avec gratte-ciel de nuit. On dirait un shoot de New York by night. Donc, et il y a déjà des outils comme ça dans Houdini et dans Maya où tu as la perspective 3D, c'est en gris, quoi, sans mettre de texture, tout ça. Et par-dessus, tu as ce stable diffusion qui vient, tu mets un prompt et tu te dis, bah, cette sphère, en fait, c'est le soleil, c'est une boule d'énergie Kamehameha de Dragon Ball. Et à la volée, comme ça, par-dessus ton rendu, il te le fait en live. C'est incroyable. Donc, est-ce que ça va remplacer l'animation classique for keyframing? Complètement. Ça va pas, pardon, ça va pas le remplacer, mais parce que Miyazaki existera toujours, parce qu'on aime ses produits, que c'est super beau. Maintenant, si toi, à la maison, demain, tu veux faire un truc qui ressemble à de Miyazaki en 10 minutes, c'est possible. Tu n'auras pas son génie, tu n'auras pas le compositeur qui fait la musique derrière, tu n'auras pas le génie de réalisation, et tu n'auras pas la patience de faire un truc d'1h20. Donc, tu n'auras pas le succès de Miyazaki, mais tu as tous les outils pour le faire. Et ça va ressembler exactement pareil. Donc, c'est possible. Un autre outil que tu as peut-être vu passer, c'est Wonder Studio. Hop, je vais aussi poster dans le chat. Je suis dans la bêta depuis pas longtemps, ouais. Et là, pour le coup, on obtient une animation, vraiment d'animation 3D qu'on peut retoucher derrière, exporter, voilà. Là encore, il y a des limitations. Il le présente vraiment comme un outil pour faire une base d'animation et pas pour remplacer l'animateur. Tout dépend évidemment le niveau final que tu dois obtenir. Mais clairement, on se dirige aussi vers quelque chose où, d'ici quelques années, on pourra créer des animations 3D avec peu ou pas de connaissances en 3D, en filmant des gens, en disant, voilà, je voudrais tester telle chose, je prends tel personnage, je drag and drop sur mon personnage humain, et quelque chose qui sera pas là, évidemment, d'un niveau d'un vrai studio, mais qui sera acceptable pour pas mal d'usages, pour du réseaux sociaux, du court-métrage. Entièrement, c'est exactement ça. Mais et tu dis réseaux sociaux et court-métrage parce que tu essayes d'être gentil. La réalité, c'est que là, on parle d'outils qui ont 6 mois d'âge. Dans 5 ans, tu vas te dire, bah, ILM vont se poser la question de savoir si ça vaut le coup de payer 200 artistes quand toi, tu arrives à le faire à la maison pour moins cher, quoi. Et ça a été vrai sur le dernier Terminator. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais de trop, mais t'as rien entendu. Mais il y a quelqu'un tu sais, ils ont refait John Connor quand il était jeune au début du film. Je les ai vus galérer pendant 1 an à essayer de faire un John Connor qui était joli. Et je voyais des mecs qui... je sais plus s'ils ont fait ou non du deepfake à ILM. C'est pour ça que je veux pas trop parler, et puis je sais pas si c'est censé être un secret ou non. Mais je me rappelle 6 mois plus tard, quand le film est sorti, montrant des gens qui, en faisant du deepfake, ont fait mieux qu'ILM, qui a galéré pendant 1 an à essayer de faire un John Connor jeune. Donc, on peut déjà faire mieux. C'est juste une question de temps avant que l'outil soit mature pour faire du top-notch. Et Wonder Studio, en plus, aura 2 applications. C'est une application pour le produit fini, comme tu disais, pour faire un film, pour faire
des réseaux sociaux, un vidéoclip pour tes voisins. Mais le jour où cet outil-là, il est live, bah, Steven Spielberg, sur le studio, quand il filme, il sait vraiment à quoi va ressembler le robot. Il se demande pas quoi. Ou l'acteur, peut-être qu'il peut avoir un écran hors champ et voir son interaction avec la machine et avoir un meilleur. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. ELM s'appelle Stagecraft. C'est un miroir magique. Dans le miroir, on peut voir la capture enfin, le rendu qu'aura le robot de la capture qu'elle a. Donc, c'est ça, quoi. Et Wonder Studio, c'est bluffant parce que tu envoies la vidéo, ça revient en général en 60 minutes si tu as envoyé, je sais pas, 10-15 secondes de film. Donc, pour 60 minutes, tu as uploadé ton truc en 2K. Il a traqué la caméra, parce que la caméra, elle bouge aussi. Donc, il a traqué la caméra, il a traqué la capture de tous les personnages s'il y en a plus d'un. Il clean la plate, donc il enlève les personnages et il fait le rendu du robot. Enfin, il applique la mocap, il fait le rendu du bureau, il light, il essaye de comprendre depuis ton image quel était le lighting et il te la renvoie. Ben, putain, en 60 minutes, c'est bluffant. C'est difficile de. Moi, je trouve, il y a plein de mes collègues qui sont pas d'accord avec moi, mais je pense que c'est parce qu'ils se sentent attaqués, tu vois, dans leur chair, parce qu'ils mis tant d'années à apprendre. Mais moi, je trouve ça vraiment excitant, quoi. Oui, c'est vrai que ça bouleverse les pipelines et ça peut aussi donner des opportunités à des petits studios ou à des studios de taille moyenne. On l'a vu avec MacGuff, qu'on avait interviewé pour leur travail sur Hôtel du Temps. Je ne sais pas si tu as vu quelques images. En gros, c'est une émission dans laquelle il y a Thierry Ardisson qui interviewe des personnalités décédées avec Mitterrand, Dalida, les Dalida. et donc c'est de la technologie type deepfake avec MacGuff qui a beaucoup bossé là-dessus, notamment pendant le confinement. Et ça donne des résultats qui sont très crédibles sans avoir à refaire des visages 3D, y passer des mois. Euh, et on a vu aussi Esco récemment à Paris, qui bosse aussi beaucoup au milieu du cinéma. Il était avec notamment Margot Robbie dans je crois que c'est High Taylor, le film où elle joue une patineuse. Ah ouais, I, Tanya. Oui, voilà. Tanya, pardon. Et là, ils se mettent aussi à ce genre de technique en complément de la capture 3D classique. Et ils ont transformé Jean Dujardin, ils ont inséré le visage de Jean Dujardin dans un vieux James Bond. C'est incroyable, hein, parce que vraiment, c'est possible que l'AI soit si puissante. Par si puissante, je veux dire si rapide, parce que, encore une fois, pour en revenir au début de la conversation, c'est une question de pognon. C'est si rapide que c'est possible que ça détruise la 3D. Si tu peux dire, hey, je veux voir Bumblebee se transformer de voiture en avion volé, et que ça le fait en AI en 1 heure, même si c'est pas aussi bien et aussi contrôlé artistiquement que si tu l'avais fait en 3D. Mais si c'est 1 heure au lieu de 3 semaines avec 200 gars, à un moment, tu arrêtes de te poser la question, quoi. Surtout si l'audience, c'est des gens comme qui n'ont pas l'œil affûté, qui ne voient pas autant la différence que toi et moi, quoi, qui se disent pas, attends, le contact shadow, c'était quand même pas ça, quoi. La plupart des gens s'en foutent royalement. Il y a un moment, c'est possible que la 3D va mourir, quoi. Et aucun autre style, ce style qu'on voit qui vient de Stable Diffusion, où les choses se mêlent et se transforment, c'est ces pixels qui figent. C'est joli à regarder, moi ça me dérange pas tellement. Et en fait, c'est possible que demain tu vois de la CG qui soit pas 3D. Oui, c'est vrai qu'on peut penser que tous les artefacts visuels qu'il y a encore vont peut-être être intégrés en tant que style, un peu de la même manière que certains effets vidéo ou certains défauts ont été intégrés dans notre médium. Côté cinéma, le fait d'avoir 24 images par seconde, qui au départ n'était pas forcément un choix esthétique, mais qui essaie en créer
Alors, et c'est déjà là. Il y a plein de comptes TikTok de gars qui font c'est vraiment trippy, je sais, tu vois, on dirait un truc hallucinatoire. Tu sais, la caméra, elle avance et puis une tête se transforme en autre chose et puis ça continue comme un fractal géant. Je sais pas comment le décrire autrement, désolé. C'est difficile à mettre des mots sur ces images. Mais ils ont embrassé le style que des défauts de l'IA, tu vois. Et c'est joli à regarder, c'est trippant. Mais tout ce que font ces compagnies en ce moment, c'est d'essayer, ça s'appelle Stable Diffusion pour une bonne raison. Ils sont en train de stabiliser la temporalité. Et bientôt, tous ces artefacts comme Midjourney qui ne savaient pas faire des mains à 5 doigts avant, qui maintenant y arrivent, bientôt, ça va être parfait, quoi. Ça va pas prendre trop de temps. Oui, c'est vrai que ça bouge vraiment très vite. J'avais eu une grosse discussion sur la partie IA avec l'équipe du podcast CGY pour le dernier CA. Et on avait parlé de l'IA, de l'impact sur le secteur, tout ça. Et en fait, une bonne partie de ce dont on discutait à l'époque était déjà obsolète parce que ça avance très vite et que le champ du possible, finalement, se déplace avec des choses qui avancent, des choses qu'on pensait impossibles qui le sont, à l'inverse des limitations qui apparaissent alors qu'on ne les avait pas forcément vues à l'époque. C'est euh, c'est un peu imprévisible quelque part. Et c'est génial parce qu'il y a plein de gens qui ont une très bonne imagination, mais qui n'ont qu'une envie de passer 2 ans à apprendre Maya ou Houdini. Et ces gens-là vont pouvoir mettre en image leurs histoires ou leurs idées. Et donc, c'est super. Là, encore une fois, moi, je trouve que ça ouvre la porte des champs du possible et de la créativité. Ça la ferme pas. Je suis assez enthousiaste aussi. Après, à voir quel sera l'impact en termes de métier de l'image, quitte à ce que du coup ça remplace effectivement certains outils 3D pour certains usages. Est-ce que du coup les gains de temps, de productivité vont permettre enfin peut-être de mieux payer les gens ou d'avoir un peu plus de temps et que ça va tirer les prix vers le bas? Les gens seront toujours moins payés puisque le produit est de plus en plus facile. Et c'est tout le but de ça, c'est de pouvoir baisser les coûts et de produire plus. Donc, les gens seront jamais mieux payés. C'est le mec qui demain vient avec, et ça arrive, hein, une IA qui fait de la rotoscopie. Tu sais, quand tu fais des baisiers autour des gens pour pouvoir les effacer ensuite. Le jour où tu fais ça par IA, le métier de rotoscopeur est fini. C'est pas grave, ces gens-là feront autre chose, quoi. Tu vois, enfin, surtout dans le métier de la 3D, en général, quand tu es rotoscopeur, c'est parce que tu veux devenir compositeur dans 1 ou 2 ans, quoi. Tu vois, donc, c'est le sens de l'histoire, hein. C'est le métier de lighter, je pense réellement qu'il n'y a pas de automatic lighting aujourd'hui dans Maya ou dans Houdini ou dans quoi que ce soit. Pas parce que c'est impossible de le faire ou que c'est difficile, il y a juste que s'il n'y a personne qui s'y soit intéressé encore. Mais en gros, je pense que si tu files une vidéo de la pièce dans laquelle je suis, qui dure à peu près 5 secondes, qui manque de 3 angles, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas une IA qui dise: «Hop, j'ai compris comment c'était, voilà l'HDRI, voilà la source de lumière». Il te mettra un vrai light, hein, tu vois, et qui te donnera le résultat parfait pour mettre un objet lighté, quoi. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire en moins de 5 minutes, quoi. On a quelqu'un dans le chat qui nous demande d'ailleurs si des gros studios type ILM pensent à intégrer de l'IA dans leur pipeline. Ouais, je pense J'ai envie de dire que c'est déjà le cas. Alors peut-être pas forcément en termes d'IA générative, mais tous les studios qui utilisent du moteur de rendu actuellement utilisent souvent des outils de denoising, que ce soit du RenderMine qui est intégré ou du denoising d'Intel, de Nvidia ou autre. Donc il y a déjà de l'IA. Après, voilà, pour la partie IA générative ou en animation, là, effectivement, la question est un peu plus mitigée. J'ai posé la question à un peu à tout le monde ces derniers mois. Il y en a qui disent oui, effectivement, on l'utilise, mais plus au stade d'inspiration et surtout pas pour utiliser les images en sortie et les intégrer dans quoi que ce soit, parce que du Stable Diffusion, en termes de droit, il y a des questions et des aspects légaux encore, et donc ils se refusent à le faire.
Il y en a qui sont au contraire à fond dedans et qui se disent ouais, c'est ce qu'il faut faire. Je ne sais pas que si tu as des échos de gens dans des gros studios, quitte à pas nommer les studios en question, mais Non, 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 mais le problème, il n'est pas ça. Le problème de l'IA, c'est bah, déjà, il y a 2 IA en fait, hein. C'est, le denoiser, c'est une IA, comme tu l'as dit, quoi, tu vois? Ou, quand tu utilises Google Maps ou Waze, c'est de l'IA. Et ils savent quel est le trafic, ils savent aussi que d'habitude, à 6 heures, il y a plus de trafic que d'habitude. Donc, ils disent: «Ça va prendre 45 minutes, ça va pas prendre 30 minutes pour rentrer à la maison». C'est de l'IA déjà. Donc, après, on pourrait définir l'IA, est-ce que c'est réellement intelligent ou est-ce que c'est juste un code comme ça a toujours existé, mais on dit que c'est IA, comme ça on le vend mieux et puis c'est un peu hype. Il faudrait bien réussir à changer tout ça. Par exemple, l'IA pour le denoise, est-ce que c'est vraiment de l'IA? J'en sais rien. Tu vois, il faudrait bien définir les contours de ce qu'on appelle oui, si, l'intelligence alors artificielle. ça reste du deep learning et c'est et pour moi, Ok, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu plein de denoisers qui étaient juste blurrés là où il y avait du contraste entre 2 pixels. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien ouais, définir mais l'IA. mais pour le coup, par exemple, pour ce que propose Renderman de la nouvelle version, ils ont entraîné ça sur leurs propres images et pour le coup, il y a Ouais, pas de doute. En revanche, effectivement, comme de notre côté, on reçoit énormément de communiqués de presse, il y a le mot IA qui revient de plus en plus, y compris dans des usages où c'est clairement, c'est un peu n'importe quoi. Comme le métaverse, qui faisait parler à une époque, où on aime des choses avec, on avait reçu un communiqué de presse d'une école qui parlait de conférences dans le métaverse. En fait, c'était juste une visioconférence en ligne avec un habillage 3D. mhm. Donc, pour en revenir à ce que j'essayais d'expliquer, donc pour moi, il y a 2 sortes d'IA. Il y a l'IA qui est un petit peu le tool, tu vois? C'est un outil et puis il y a un morceau de code un peu intelligent qui te permet de travailler, en disant: «Ah ouais, ça c'est A, ça c'est C», donc il invente le B, quoi, tu vois? Au lieu de le calculer, il le guesse, quoi, tu vois? Donc ça, c'est de l'IA, quoi. C'est deviner un peu la statistique. Tout à la génération d'images et de pixels. Ça, je pense pas que ça va être utilisé, enfin, c'est oui et non, en fait. Ça va pas être utilisé, pour faire du contenu depuis zéro, parce que si tu as, le studio qui arrive et qui te dit: «Bah, c'est gentil, mais je trouve que les oreilles sont trop grandes». Si tu leur dis: «Ouais, mais tu gentil, mais moi, avec le soft, avec cette IA, j'ai pas l'outil pour agrandir les oreilles», alors qu'en 3D, bon, ben, c'était juste poussé de vertex, tu vois? Tu un peu niqué, excuse-moi pour mon français, mais tu vois ce que je veux dire? C'est donc l'IA de ce côté-là, non. Maintenant, il y a une IA qui est déjà là, qui arrive bientôt, en tout cas, c'est que tu peux faire un film en français et tu lui dis: «Maintenant, c'est en espagnol», tu lui donnes la voix, tu lui donnes le film français et il change le lip sync, comme ça les lèvres sont adaptées au phonème, espagnol. Donc tu as transformé l'image. C'est génératif, mais ça, je pense que les studios, ils vont l'utiliser, grave, quoi. Il y a aucune raison de ne pas l'utiliser. Donc est-ce que c'est déjà utilisé? Oui, dans les outils et oui, si c'est pas le contenu qui est créé, mais si c'est de l'altération du contenu existant. Pour le moment, vraiment une image générée comme, Midjourney from zero, je pense pas que ça puisse être utilisé parce que la direction artistique dessus est complètement floue, quoi. C'est trop minime. Et même Dragan, c'est pas ça, quoi, tu vois? Tu vois bien quand Oui. dans Dragan, tu vois les vidéos, ils essayent de baisser l'arrière d'une voiture. Tu vois, comme si je voudrais le coffre un peu plus bas, mais du coup, ça change aussi la perspective. Non, je voulais juste le coffre plus bas, je voulais pas changer la perspective. Donc tu as pas assez de contrôle, c'est un peu flou tout ça. Oui, oui, c'est vrai que la partie contrôle artistique va être Ça va être le nerf de la guerre. vraiment un gros enjeu. Mmh. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que l'approche d'Adobe avec Photoshop est intelligente parce il te génère des calques et tu peux toujours contrôler, modifier derrière. Et c'est vrai que ça va être un des gros enjeux commerciaux de la part de ces outils. Ouais, ils m'ont bien épaté, Adobe là-dessus parce que je trouvais qu'ils étaient en retard à peu près sur à peu près tout en termes d'IA. Surtout quand j'ai vu Firefly, tu sais là, ce qu'ils ont annoncé il y a un mois là.
Je me suis dit: «Quand même, les gars, sortez pas ça aux yeux du public après qu'ils aient vu, Midjourney». Même DALL-E maintenant a l'air pourri quoi, en comparaison à Midjourney et Firefly a l'air d'être derrière DALL-E. Donc je me suis dit: «C'est la honte de sortir ça en face du public, le faites pas tant que c'est pas prêt». Mais Firefly à l'intérieur de Photoshop, pour le coup, qui est arrivé il y a quelques jours, ah c'est top, quoi. Ouais, Donc là, ouais, non, sur celui-là, ils ouais. ils m'ont bien étonné parce qu'ils étaient vraiment derrière sur tout le reste. Ouais, alors c'est vrai qu'en termes de qualité de ce qui est généré, dès qu'on veut faire de l'humain, ça donne des choses pas forcément très réalistes, et donc effectivement, en termes de pointe, Maintenant, c'est pas parfait. même le train model de Firefly, je vais te donner un exercice à faire et tu prends une fille normale, tu vois, qui est habillée pas forcément sexy et tu vas remplacer ses vêtements et tu vas dire: «Je veux un tailleur Chanel blanc». Tu vas regarder ce qui est généré, il commence à mettre de plus en plus de gros seins, de plus en plus de décolleté. Tu continues de générer. Si la fille sur la photo originale, elle avait un tatou sur les bras ou dans le cou, ils vont commencer à te mettre des tatous sur les nichons et en 3 clics, c'est des photos qui sont j'ai été étonné d'avoir ça parce que ça m'est arrivé ce matin, en fait, en jouant avec Firefly et très rapidement, il a transformé une image vraiment innocente en une image sexy d'une personne que je connais et j'étais assez étonné. Je me suis dit: «Avec quoi ils ont entraîné le modèle pour me filer, des gros nichons avec des tatous dessus en quelques clics, quoi». Ils étaient toujours couverts, quoi, tu vois? Il y avait toujours des vêtements, mais j'étais assez étonné, quoi. Donc il va y avoir un problème, il va falloir qu'ils revoient un petit peu et bizarrement après tu dis, «Je veux voir quelqu'un en maillot de bain» et puis des fois il veut dire: «Ah non, ça va à l'encontre de nos valeurs, on génère pas l'image». Donc c'est un peu bizarre de temps en temps, quand même. Oui, alors c'est vrai que leur IA a un biais et une limitation, mais qui est aussi, pas forcément aussi stupide. Le biais, c'est effectivement comme il y a beaucoup d'images Adobe Stock pour l'entraînement, ça fait que l'esthétique vient de banques d'images et du coup, il y a des biais là-dessus, parce que les personnes qui vont être présentes sur ce type de photos sont pas forcément des personnes, lambda. Il va y avoir peut-être plus de mannequins, de personnes, comme ça, les éclairages, les positions qui ne seront pas forcément des photos, «naturelles» entre guillemets et effectivement, comme tu dis, il limite aussi sur ce qu'on peut faire. Si on lui demande de générer des célébrités, tu lui demandes de créer, un réalisateur connu, Steven Spielberg, il te dira: «Bah non, ça je peux pas». Pas Et pas tu pas parce qu'il a pas de photos, parce qu'il en a sans doute pas dans les banques qui peuvent lui permettre de générer ça, mais il reconnaît que c'est un nom connu et il te dit: «Non, ça c'est hors CGU, je sais pas faire». Ouais et tu vois, ça mériterait ça tu vois, c'est le genre de discussion qui sont sympas autour d'une bière, qui je pense n'auront plus lieu dans quelques années. Hem, mais je suis pas super à l'aise avec ça. Je sais pas à quel point il faut enfin, c'est Photoshop, quoi. Si j'ai envie de prendre un godemiché et de le mettre dans la bouche de mon boss, je peux, c'est Photoshop. Alors pourquoi quand c'est de l'IA, tu me l'interdis? C'est parce que tu as peur que tout qu'on dise: «C'est généré par Adobe» au lieu que ce soit généré par Yann. C'est toujours moi derrière ma machine qui l'ai demandé. Donc il y a un côté quand même super hypocrite qui limite l'outil, mais en même temps, si le train model, il avait d'images qui le permet. Par exemple, encore une fois, tu prends une photo de toi, tu la mets sur Photoshop, tu veux dire: «Je veux la bare chest, torse nu». Il va dire: «Non». Tu veux dire: «Je veux un maillot de bain», il va te mettre torse nu. Donc finalement, ça le dérange tu vois? Donc tu vas finir par avoir ton image torse nu de toi. Donc et c'est ce que je veux de toute façon, c'est Photoshop. Si l'IA ne me laisse pas le faire, je vais prendre une photo torse nu sur Google et je vais le faire moi-même. Tu m'as juste fait perdre 10 minutes, quoi. Donc tout ça, je veux pas avoir un avis éthique dessus, mais je pense encore une fois que c'est juste une perte de temps. Et en même temps, ça crée une barrière technologique qui fait que pour générer des fakes ou des choses comme ça, ce sera plus difficile. Si je veux créer, une photo compromettante, d'un politique qui prend une valise de billets d'un dictateur, si je demande à l'IA que je ne connais rien et qu'elle me laisse faire, ben, en 10 secondes, c'est fait.
Si je dois générer ça sous Photoshop, c'est un peu plus compliqué d'avoir une Oui, mais ça, tu parles comme ça parce que toi et moi, on connaît Photoshop et qu'on veut utiliser Photoshop. Tu prends un gamin de 14 ans qui en a rien à foutre, il va trouver une app qui utilise le open source code de Stable Diffusion et qui va autoriser de mettre le corps de Pamela Anderson sur la tête d'une photo qu'il a dans sa galerie. Donc, ça existe de toute façon, c'est déjà possible. Il y a plein de Stable Diffusion qui sont open source. Donc, en fait, on a une discussion qui n'a aucun sens parce qu'on se pose nous-mêmes en se disant oui, mais c'est Adobe, il ne nous laisse pas faire ça. On s'en fout d'Adobe. Ma voisine ne sait pas ce que c'est Adobe. Elle fait du content directement avec les filtres Instagram ou les plugins pour Instagram parce que maintenant, tu as des plugins, tu vois, comme CapCut ou ces trucs-là qui après peuvent réinjecter dans TikTok. Donc, TikTok n'est pas, personne n'est responsable en fait parce que c'est une suite de logiciels qui viennent nourrir l'app à la fin. Donc, tu peux le faire, le contenu. Ça ne sera pas Photoshop, ça sera un autre. Quand même, Photoshop, à la base, le but, c'est de la manipulation d'image. Donc, le fait qu'ils essayent aujourd'hui de s'acheter une vertu parce que c'est de l'IA, c'est un avis très personnel, mais c'est un peu bidon. Parce qu'aujourd'hui, si je veux mettre la tête de Satan sur Jésus, je peux, quoi. C'est pas besoin de l'IA pour me l'interdire. Oui, après, je pense qu'il se positionne pas en tant que dans l'idée, on va interdire aux gens de le faire, mais plus on va s'empêcher, nous, de le permettre, parce qu'en termes de contraintes légales ou éthiques ou de valeurs ou monétaires, parce que s'il peut y avoir du procès et des dommages et intérêts, voilà, ils considèrent que c'est pas dans leur intérêt pour... Mais il y a tellement de biais possibles. Il y a tellement de règles si tu veux satisfaire tout le monde qu'ils devraient arrêter tout de suite parce que qu'est-ce qui m'empêche de prendre un musulman et de lui dire mets un sandwich au jambon dans sa main? Donc ça pose pas de problème parce que l'IA va me laisser le faire. Mais en vrai, si tu vas dans n'importe quel pays musulman ou si Adobe était fait par des gens musulmans, ils l'auraient interdit comme ils t'interdisent de dire mets-moi cette fille à seins nus. Ça n'a aucune différence, c'est même pire pour la religion, sauf que là, ça les embête pas de le faire. Donc, c'est pour ça que si tu essayes de vraiment prendre en compte tous les possibles freins que tu devrais mettre, tu vois, oh, on ne peut pas générer ça, c'est pas bien. Donc, c'est un biais cognitif, enfin, c'est une opinion de quelqu'un ou d'un pays, tu vois. Aux États-Unis, bon, ben, manger du jambon, ça ne nous emmerde pas, donc on peut laisser le faire à tous les. C'est juste 20 millions, enfin 200 millions de gens en Amérique du Nord. Et, tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça vraiment hypocrite parce que ça couvre pas tous les champs et que si ça couvrait tous les champs, à la fin, l'image, elle serait générée, elle serait pourrie, tu pourrais rien faire. Donc, soit tu Alors, fais tout, soit tu fais rien. sachant que théoriquement, ce cas précis est interdit par les conditions où tu n'es pas censé générer d'images de haine, de choses violentes, des choses comme ça. Après, est-ce qu'ils veulent détecter? Effectivement, c'est une autre question. Mais tu vois ce que je veux dire On verra aussi. Je pense il y aura sans doute des choses à voir dans les mois, les années à venir, notamment sur les implications légales. Est-ce qu'un éditeur de logiciel est responsable des dérives possibles? C'est le genre de choses qui se décidera aussi à ce niveau-là. J'espère vraiment qu'ils vont arrêter ça pour ne pas avoir à se poser à cette question. Il faut que le responsable, ce soit le mec avec la souris dans la main. Ce soit le mec qui a tapé le prompt. Parce que c'est le cas aujourd'hui. Quand les mecs ils sont offusqués qu'avec Midjourney, tu peux mettre le pape en doudoune. Mais je pouvais le faire dans Photoshop hier. C'est pas une question de c'est dangereux parce que ça a pris une minute. Non, c'est dangereux parce que c'est possible de le faire. Que je prenne une minute, une journée, on pouvait le faire avant. C'est pas le problème ne peut pas être le problème de combien de temps j'ai mis à le mettre. C'est une question con. Le problème c'est est-ce qu'on peut le faire ou non. On pouvait déjà le faire avant. Donc les gens qui commencent à critiquer Midjourney parce qu'on peut faire de la manipulation d'image, ils ont loupé les 20 dernières années, quoi. Et donc je pense qu'il faut vraiment ces questions éthiques, il faut qu'elles restent à nous. Il faut que ce soit toi et moi et la loi qui gère l'éthique. Ça peut pas être le logiciel. Parce que sinon, tu es en train de demander à Adobe ce qu'on peut faire, d'être un père la morale. Et c'est exactement ce que fait Elon Musk. Elon Musk, il a décidé de faire son IA parce qu'il ne supporte pas que ChatGPT, ce soit woke. Donc, on est exactement là, quoi, tu vois. Et maintenant, on va avoir des suspicions politiques de comment on entraîner une IA.
Et ça me gonfle, en fait. Après, c'est peut-être moins un parti pris politique et éthique, il y a peut-être aussi tout simplement une approche commerciale, puisque bon, ça reste des entreprises, de se dire, ben voilà, si on entraîne nos images sur si on entraîne notre IA sur des images volées, on a un risque juridique et des procès potentiels, donc on ne le fait pas. Image volée, c'est un truc, Si, on est d'accord. si on met pas de limite, on peut se prendre soit des procès ou même tout simplement des campagnes négatives. Donc, on ne va pas le faire pour le moment. Il y a peut-être tout simplement ce genre de considération aussi qui entre compte en se disant, pour le moment, on ne le fait pas, on avance pas à pas et on voit. Il y a Non, ce genre de discussion aussi dans les. image volée, je comprends bien. Les problèmes de mœurs sur l'image générée, c'est quoi donc la prochaine limite? Ça serait s'ils interdisent la génération faite par l'IA, sachant que l'IA elle est là, elle pourrait vérifier le fichier que tu as créé juste sans utiliser l'IA, mais le fichier au moment de sauver, en disant: «Ah ben, on ne veut pas que Adobe, tu peux pas faire ça avec Photoshop, on l'a pas créé pour ça». Quelle est la différence entre toi créer l'image et l'IA la générer? Il y a aucune différence. C'est Adobe qui t'a laissé le faire, dans les 2 cas. Et donc, tu vois, c'est ça que je veux dire, heu, ils proposent 2 outils, mais ils mettent une limitation sur un des 2. Beh, pourquoi Oui. sur les 2 si tu veux être honnête avec toi-même, quoi? Je sais d'ailleurs pas si dans les conditions générales de Photoshop en tant que tel, il y a des limitations ou pas. Je sais que certains éditeurs le font du côté de 3D Coat. Les éditeurs, alors ils l'interdisent pas, mais ils disent s'il vous plaît, évitez de faire des images de tel et tel type avec le logiciel. Et donc, tu vois ce que je veux dire? Si au moment de sauver, maintenant, tu as une IA qui dit: «Ah non, pas de porn avec Photoshop». IA ou pas, tu vois? Ils commencent à avoir une mœurs, un avis sur la génération que toi, tu as fait avec ta souris. On peut pas prendre cette direction. À mon avis, ça va pas durer longtemps et si Photoshop le fait, il y aura quelqu'un d'autre qui le fera pas et les gens se tourneront vers le soft qui offre le plus de liberté. Après voilà, encore une fois, c'était une volonté d'y aller pas à pas, de voir comment ça bouge et de Peut-être prendre la température, tu as raison, ouais. Ouais, tu pas tort. on le voit aussi, il y a des premières pubs qui sont sorties en France générées par IA, avec des mentions explicites, images créées par intelligence artificielle. Alors qu'en France, alors légalement, on est censé préciser quand il y a eu des retouches, des photoshoppages sur par exemple, un portrait pour une crème empirique, des choses comme ça. L'IA, à ma connaissance, c'est pas forcément encore le cas. Mais voilà, ils ont préféré bien cadrer les choses. On va peut-être revenir un peu sur la partie 3D. On a une question, puis après je vais te laisser parce qu'il commence à être très tard chez toi. Est-ce que l'IA serait une menace pour les futurs TD? Puisqu'on a quelqu'un qui veut se diriger vers ce métier-là et qui se demande si ça va pas tuer son job avant même de l'avoir. Alors, faudrait définir TD. Et quand j'ai commencé, TD, ça voulait dire Technical Director et ils étaient rares. Tu vois, tu avais par exemple à Animal Logic, tu avais, un TD pour 30 lighters. C'est-à-dire que quand un lighter avait un problème, vraiment, genre, des fois, je comprends pas pourquoi ça s'est cassé, on allait voir un TD. Maintenant, tout le monde voulait le titre TD, donc maintenant, si tu regardes avec ma page LinkedIn, je suis sûr que la moitié de mes titres, en fait, il y a écrit Lighting TD. Donc tout le monde est TD, alors qu'en fait, si j'avais pas de problème, j'ai jamais fait un truc qui était Technical Director, quoi. J'ai cliqué là où on m'a dit que ça marche et puis ça marchait, donc je suis pas TD. Donc, l'IA parce on va pas se mettre à redéfinir TD et pourquoi les studios offrent le titre TD à tout le monde, du coup, ça les flatte. Ça sert à rien, mais on vient d'en parler, ça redéfinit toute l'industrie je pense qu'on ne sait pas encore dans quelle mesure. C'est-à-dire, ça va redéfinir tout, mais je ne sais pas de quelle façon. Tu vois, quand on se disait, s'il faut, les moteurs de rendu sont bientôt finis, c'est possible. Je le pense vraiment. C'est possible que demain, si je fasse un cube low poly et que je dis, ben ça, c'est une Ferrari, si une IA me la génère plus rapidement que RenderMan et que je n'ai pas besoin de faire de shader, de textures, c'est possible que le rendu soit mort dans 20 ans, j'en sais rien, c'est pas impossible.
Donc un TD, ouais, ça va pas disparaître, mais ça va pas être le TD qui existe aujourd'hui pour sûr. Ouais, c'est vrai que sur la partie technique, même avec de l'IA, il reste des choses à faire. Discussion que j'avais pu avoir, notamment avec Esco dernièrement. Dès qu'on parle d'entraîner une IA et de générer des résultats, il y a toujours des histoires de performance, de qualité. Il faut ajuster des paramètres, bidouiller un petit peu derrière. Donc, il y a quand même des besoins techniques qui restent. Ouais. Peut-être qu'on va avoir des AI TD qui, Maintenant, pour en revenir à la définition de TD, je suis en train de me demander si tout le monde n'est pas TD parce que le titre TD, parce que les logiciels sont beaucoup plus simples qu'avant. C'est que quand j'utilisais le vieux Renderman, avoir une connaissance de comment réussir à rendre certains plans, rendre les choses possibles, il fallait vraiment un gars qui fasse ça toute la journée, quoi. Tu ne pouvais pas être bon en lighting ou bon techniquement. Et à un moment, il fallait choisir son camp. Maintenant, Renderman, pour Arnold, c'est le truc le plus simple du monde, quoi. Tu as des presets, tu as des tutoriaux, tu as des HDRI en photo, voilà, gratuites sur le web. Donc, peut-être qu'ils estiment que tout le monde devrait, si tu veux bosser pour IAM, MPC et compagnie, le peu de technique qu'il y a à apprendre, tu n'as pas le choix de ne pas l'apprendre. Et donc, tu fais partie des gens qui régleront toi-même tes problèmes techniques, quoi. C'est peut-être pour ça que tout le monde est TD maintenant. Mais donc, on ne sait pas ce qu'il voulait dire par TD, mais tout le champ, l'IA est en train de redéfinir tellement de choses. Regarde, on a eu des définitions, des conversations quasiment plus philosophiques les 20 dernières minutes que 3D et technique parce que ça redéfinit tellement de choses. On va bientôt devoir redéfinir un peu ce qu'est la communication. Parce que le truc le plus marrant que j'ai vu, c'est des gens qui ont des grands textes comme ça, qui demandent à ChatGPT de sortir les bullet points, tu vois, les points clés du texte. Tu envoies les points clés aux gens et les premiers trucs qui font les points clés, ils vont dans ChatGPT, ils les copy-paste, ils font est-ce que tu peux élaborer ces. Donc, on est parti du gros texte au petit et le gens qui reçoivent disent est-ce que tu peux le remettre gros. Donc, ça va redéfinir la communication aussi, ça va redéfinir tout et la 3D en premier, quoi. Ouais, alors, c'est vrai que dans les échanges humains, j'ai vu ça aussi pour des lettres de motivation, avec des gens qui vont générer des lettres de motivation par IA et qui vont être lus derrière par des IA pour détecter si c'est Moi, je l'ai si utilisé c'est au boulot. ou pas. Je l'ai utilisé au boulot, je vais pas me le dire. Mon anglais est bon, mais il n'est pas parfait. Et des fois, je sais que quand je fais des requêtes, je demande, je suis un petit peu trop direct. Bon, on me l'a déjà dit plusieurs fois. On me dit, Yann, ça va parce qu'on sait que ton français n'est pas parfait. On sait qu'aussi les Français sont un peu directs, mais il y a un moment, il faudrait mettre un peu de rondeur dans ce que tu demandes, tu vois. Donc, ça m'est arrivé d'aller dans le chat GPT, de mettre mon texte un peu pourri et de dire, est-ce que tu peux le reformuler de façon un peu plus corporate? Donc, ça change la communication parce que j'aurais plus jamais besoin de faire un effort et d'apprendre d'avoir un meilleur anglais ou de faire des efforts diplomatiques parce qu'une machine peut le faire à ma place. Là, ça me prend du temps parce que je fais des copier-coller dans le chat GPT. Ça arrive dans Google Bard bientôt. Là, on l'a vu durant le Google I.O. Ça arrive d'une semaine à l'autre directement. Donc, ça va vraiment changer beaucoup de choses. Oui, oui. Et un point qu'on n'a pas évoqué non plus, c'est la partie IA type ChatGPT au sein des logiciels, que ce soit du Maya, du Houdini, du Blender. On va lui dire crée-moi des sphères, machin, fais-moi un script qui fait ceci ou cela. Et on obtient. C'est là, hein, déjà. Hein. Il y a plein de gens qui ont fait des plugins. Oui, tout à fait. Non, mais je veux dire, ouais, on les laisse encore évoquer dans les discussions, mais très clairement, il y a des intégrations qui sortent toutes les semaines de ce type-là. Mais je pense que c'est plus un exercice de style. Parce que pendant ce que j'ai vu, c'est plus long que de cliquer sur l'icône lumière et de le drag and dropper là où tu la veux, quoi. Maintenant, là où ça pourrait être vraiment violent, pas violent, je veux dire génial, c'est si tu peux dire partout où tu vois un objet lampadaire, tu vas me foutre une ampoule, une lumière, et puis il te le génère sur l'intégralité d'une ville, donc tu n'as pas besoin d'y aller un par un ou de faire le code pour essayer de le retrouver. Ça peut être pas mal.
Ouais. Et sur d'autres outils, bah, pour du Photoshop, par exemple, pour le moment, donc Firefly fait de la génération de contenu visuel, mais on ne peut pas dire à Photoshop de faire des actions. Peut-être qu'à un moment, on pourra lui dire concrètement de faire des actions sur des calques. Ah bah tiens, ce dinosaure que tu as généré, essaie de me le détourer, de me faire un masque parce que je voudrais faire ceci et cela, et il le fait derrière. Ouais, ou même le fait de pouvoir écrire en langage humain, si tu as pas envie d'apprendre Photoshop, mais que tu peux lui dire: «Tu me prends ce dossier-là sur, le desktop et tu me mets toutes les images en 1600 par 1200». Est-ce que tu as pas envie d'aller dans Image, Resize et de dire parce que tu sais pas comment faire et quelqu'un peut le taper comme un humain et avoir le résultat? C'est génial. Ouais, Donc ça va arriver. Donc ouais, pour répondre à Erizo, tu dis: «Ça va changer». Bon, aucune idée comment parce que ça va t faudrait vraiment être, comment dire? Narcissique ou égocentrique pour penser qu'on sait ce que va être l'IA dans 3 ans, quoi. C'est toutes les semaines, il y a un nouvel outil, tu vois, le DraGAN, je l'ai pas vu arriver, quoi, tu vois? Je me suis dit: «Je pensais que ça allait mettre des années» et puis, en fait, c'est là déjà, quoi, donc bref, pour moi, il est 1 heure du matin, Benoît. oui, voilà, beaucoup de choses à défricher encore pour les mois et les années à venir. En tout cas, on te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris de ton temps, surtout, qu'il est très tard de ton côté avant Ouais, pour discuter avec nous. Heu, et tu sais quoi? J'ai pas parlé français plus de 5 minutes depuis, vraiment longtemps, donc c'était pas un ex c'est marrant, mais c'était pas un exercice facile pour moi. Je perds mon français bizarrement. bah, merci beaucoup en tout cas. Merci aux personnes qui se sont levées tôt pour suivre ça. L'interview sera évidemment disponible en replay sur la chaîne et puis à très bientôt. Bonne nuit et bonne continuation donc chez The Scroll Coalition. Bonne journée et bonne continuation, c'est trop bien. Bye.